Mon âme se consume à tes mains. Tu es mon unique pensée, oui, ma belle. Depuis que tu es à moi, Kacha. Nanazo Kacha, Banda Kumayana. Nanazo Kacha, Kacha. Depuis que tu es à moi, Nanazo Kacha, Nanazo Kacha, Banda Kumayana. Nanazo Kacha, Kacha. Hello à toutes et à tous. Ouh, je vois qu'il y a du monde déjà connecté. Mes salutations, mes salutations. Alors, j'invite mon panel de ce soir. Nous sommes déjà en direct sur la page Miss Huguette. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook Miss Huguette et de bien vouloir partager sur votre mur aux invités qui nous suivent dans des groupes. N'hésitez pas, mon panel qui est en off pour l'instant. Ah, ça fait longtemps. Alors, on reprend les bonnes habitudes. Toutes les personnes déjà connectées, je vous invite à indiquer votre nom ou nous indiquer tout simplement d'où vous venez. Là, c'est le moment des dédicaces. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Avant que je vous présente mes invités, la thématique. Connectez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. Comment vous allez? Bonsoir Lucien de Dieu Sang, mon partenaire dans plusieurs projets. Merci beaucoup. Qui est déjà connecté? Annoncez-vous des likes, des cœurs, des émoticônes. Faites-nous savoir si vous êtes là et surtout partagez. C'est la force de cette émission, le partage. Je vous invite vraiment à partager, à nous saluer, le temps de, voilà, permettre à tout le monde de se connecter. Je vois vraiment déjà du monde connecté, ça fait plaisir. Moi-même, je vais partager, si vous me permettez, quelques instants. Bonsoir, Lawalaza, Zokwezo, ça fait longtemps. Bonsoir. Bonsoir, Sandrine Samba. Voilà, de Toronto, c'est pas rien. Ici, on est international. Bonsoir, Sandrine Samba. Mes dédicaces à ta plateforme En route vers le mariage. Hein, nous attendons aussi que vous puissiez participer à notre mission. Voilà, dites-nous si vous êtes déjà connectés, des likes, des cœurs, des émoticônes. Je partage l'émission comme vous. J'espère que vous allez bien. Qui est déjà connecté? Juste des cœurs, des likes, des émoticônes. D'où vous nous suivez? Je compte aussi sur mes invités pour partager l'émission. Bonsoir, bonsoir. Oui, là, je vois vos cœurs. Allez, on continue, on partage pour donner la force à mes invités de ce soir. Encore 1 minute et on va démarrer le live. J'espère que vous allez bien. Ah, bonsoir Rééduquons nos enfants. Vous auriez dû être parmi nous ce soir. C'est une thématique qui vous parle, j'ose le croire. Bonsoir. Bonsoir Elora SRD. Bonsoir. C'est Sylvie. Bonsoir Sylvie. Annoncez-vous. Je vois des cœurs, des likes, des émoticônes. Qui est déjà connecté? Je vois que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Les partages. Je compte sur vous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Un partage sur votre mur, un partage dans un groupe. Ça pourra aider, ça pourra aider des familles qui sont en difficulté, des papas qui sont lésés, des mamans qui sont dépassées. On est là pour s'entraider. Nous allons démarrer le live. Oui, vous pouvez intervenir. Hein. Tout le public peut intervenir et éduquons nos enfants par écrit, les auditeurs auditrices. Allez, j'ai mis trop d'attente. Je vais démarrer. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Instant H. Je suis Miss Huguette, l'animatrice de l'émission. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après ces semaines d'absence, ces semaines de vacances qui m'ont fait du bien. J'espère que vous avez pu vous aussi vous déconnecter un petit peu, souffler. Voilà, c'est la rentrée, on redémarre les activités. J'ose le croire, les enfants, pour certains, sont couchés. Et voilà,
Saluez-nous, saluons-nous comme on sait si bien le faire dans cette émission. Bonsoir Carole Kitoko Chorere, j'espère que je prononce bien, depuis Montréal. Waouh, ce soir on a le Canada qui est avec nous, merci beaucoup. Où êtes-vous les autres pays, l'Afrique, la France, l'Europe en général, hein, c'est international cette émission. Donc, comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et l'émission d'aujourd'hui, comme j'ai pu le dire dans une brève vidéo, toujours, voilà, on me demande instant H, hein, je donne l'introduction. C'est une émission de société, d'actualité, de débat, un talk show qui permet, voilà, à des invités mon panel virtuel, des experts, des professionnels dans la thématique que je choisis, de nous apporter leur point de vue, de nous apporter voilà des informations qu'on n'aurait peut-être pas sur un sujet d'actualité. Sujet d'actualité, nous revenons de vacances. Beaucoup de mamans m'ont fait des voices. Elles n'étaient pas contentes. 2 mois de vacances. Le papa n'a pas pris les enfants. Voilà, elles n'ont pas pu souffler. Il n'a pas respecté son engagement, etc., etc. J'ai entendu. Moi, je me sens un peu au milieu du village. Je me dis, voilà, déontologiquement, je ne peux pas donner mon avis, mais mon public peut le faire. Et voilà, je ne suis pas seule. Dadaston Ipoma, le président des présidents, Fondation Ipoma, qui a fait un super événement ce week-end. Je vous invite vraiment à aller suivre sa page pour suivre son actualité. Il a vraiment beaucoup d'actions qu'il a mis en place pour la rentrée, dont des demandes de livres pour les personnes malvoyantes au Congo, et je crois que ça va se développer dans toute l'Afrique, et encore plein d'autres choses. Je vous invite vraiment à suivre Monsieur Dadaston Ipoma de la fondation de l'association Ipoma. Voilà. Continuez à vous annoncer, continuez à nous saluer tout au long de l'émission. Je vous présenterai sans plus tarder. J'ai l'honneur quand même d'avoir sur mon plateau virtuel voilà, des personnalités que j'ai invitées et que je tiens à remercier. Je vais développer leur micro et le visuel pour que vous puissiez les voir et qu'ils puissent se présenter à vous. Aurélie, on ne te voit pas, si tu peux remettre l'écran, s'il te plaît. Pour l'instant, elle n'a pas de visuel. Alors, je vais présenter déjà les 2 personnes connectées. Je vais commencer par Amina. Amina, bonsoir. Bonsoir, Guette. Ça va? Ça va, merci. Merci. Hein, une fervente partenaire, collaboratrice. Mes salutations. Je ne vois pas le public de la Belgique, Amina. Tu es venue seule ce soir de la Belgique? Je suis venue avec le Canada ce soir. Avec le Canada. Vous nous envoyez tout le monde. Toi, tu es international. Vous nous envoyez Lumumbashi. Fais jouer tes relations. J'ai confiance. Alors, Amina, on va y aller progressivement. Je vais aussi présenter à notre centre le seul homme qui nous fait l'honneur d'être ce soir avec nous, Maître. Je l'appelle Maître. Maître, bonsoir. Bonsoir, Miss Huguette. Bonsoir. Alors, le micro, si vous pouvez. Ça va? Oui, moi, je vous entends simplement. Je ne vous entends pas. Ah. Ben, le micro Très est bien. ouvert. C'est bon. D'accord. Ça y est, on vous entend bien. Vous allez bien? Ben, très bien, et vous-même? Ah non. Très bien. Alors déjà, je tiens à vous remercier parce que c'est la première fois que vous répondez présent à l'une de mes émissions. Merci beaucoup. En plus, je sais que vous avez eu une grosse journée. Je vous ai appelé avec des clients. Il y avait pas mal de choses aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir libéré de votre temps. Vraiment, merci. C'est un vrai plaisir, un réel plaisir de découvrir l'émission. Merci. Ça fait plaisir. Très bien. On va progresser. Je vais vous présenter dans quelques instants. Aurélie, coach Aurélie, ça va? Bonsoir, je vais bien, merci. Ah, on a un public qui te suit, qui veut te suivre, mais on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Par contre, ton éclairage est très sombre. On te voit. Oui, je sais, je me suis déplacée pour être un peu mieux. J'ai allumé 2 lumières là. Oh. Je ne sais pas si je peux faire mieux. J'essaie de me déplacer pour voir si je peux faire mieux. Mais j'ai mis l'affiche, j'ai eu beaucoup de retours. Oh, il y aura coach Aurélie. Donc les gens ont envie de te voir et non dans le noir. Dis donc, ça me touche énormément. Voilà. Je vais essayer de me déplacer pour avoir une meilleure lumière. Il n'y a pas de... Je fais au mieux.
Bonsoir Lisette, bonsoir Lisette. Alors Lisette c'est notre diététicienne, pharmacienne qui voilà, nous donne de bons conseils sur les bons produits qu'il faut. Hein. Quand on redémarre la rentrée, on veut perdre du poids, on veut arranger notre teint, notre peau. Il faut contacter Lisette et aller dans sa pharmacie. Elle nous donnera les bons produits à acheter. Salut Fabrice Triphase, voilà, Triphase Protection. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Toutes vos alarmes, incendie, sécurité, tout ce que vous avez besoin, caméra de surveillance, contactez Fabrice Triphase de la société Triphase Protection. Vous serez vraiment bien accueillis, bien renseignés, bien informés. Qui d'autre? Et d'aide, elle, qui demande coach en relation. Ah bon, c'est elle qui pourra nous répondre dans quelques instants. Sans plus tarder, je vais permettre à mon public, à mes invités de se présenter. Amina, je sais que tu as de nombreuses casquettes. Tu m'entends? Oui. Peux-tu, voilà, les présenter toutes, hein, toutes. Non, n'en cache pas une pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Alors, bonsoir. Donc, je suis Amina Lutumba. Je suis présidente de l'association Les Parents Soulagés. Je suis présidente de l'ONG Femmes Noires, Femmes Africaines, fondatrice du réseau Empowering Women International. Je suis également la présidente Europe du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Je suis également représentante de l'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés. J'anime également la tribune des femmes leaders et je suis récemment CEO d'Empowering Business International. Waouh. Je manque de mots. Tu as des enfants, Amina? Parce qu'on va se demander comment elle arrive à faire tout ça. Donc, j'ai 4 enfants. 4 enfants. Chapeau, hein? Merci. Chapeau. On en parlera tout au long de l'émission? Tout à fait. Super. Je vais donner à présent la parole à Aurélie. Aurélie, si tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît. Voilà, ça y est, le micro est débloqué. Est-ce que là, c'est mieux? Aurélie, on aurait besoin que tu puisses te présenter. Malgré que l'éclairage n'est pas top, tu es trop dans le noir. Ouais. J'ai fait vraiment au mieux. J'ai même rajouté une 4e lumière, mais une 3e, mais je ne peux pas faire mieux. Vraiment. On y va, c'est parti. Amina, okay. Aurélie maintenant, peux-tu te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Toutes tes casquettes. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Aurélie Pululu, je suis coach en relation parents-enfants. Ce que je fais, c'est que je partage avec les parents mon expérience professionnelle, donc ce que j'ai appris durant les 13 années de métier que j'ai fait. J'ai travaillé principalement, alors moi je ne suis pas enseignante, j'ai travaillé avec les enfants en centre de loisirs, en maison de quartier, j'ai fait aussi un petit peu les centres sociaux qui accueillent les parents et les enfants. Et en fait, durant cette expérience-là, il y a pas mal de choses que j'ai vues et que je souhaite en fait pouvoir partager aux personnes qui sont intéressées, parce que moi, j'accepte que tout le monde ne soit pas intéressé. Et puis, voilà. Donc maintenant, ça fait à peu près, là, je suis dans la 4e année que je fais mon activité. En gros, j'avais commencé l'activité il y a déjà à peu près 3 ans au travers d'une émission de radio dans laquelle, tout comme toi, en fait, j'ai partagé pas mal de choses avec plusieurs parents qui ont été très intéressés. Par la suite, on a fait du coup les réseaux sociaux. Là aussi, il y a eu un très, très bon retour et notamment des gens du Canada. J'ai eu beaucoup de personnes du Canada, des États-Unis aussi, et puis après la France, j'ai quelques personnes aussi du Maghreb, au travers de Instagram plus particulièrement, sur ma page Aurélie autour de l'enfant. Par la suite, j'ai créé mon entreprise que l'année dernière, mais c'était déjà quelque chose que je faisais. Je collabore notamment avec l'association IPOMA, avec Dada Stone, avec qui j'ai fait pas mal d'activités, avec qui je continue de faire des activités. Ce week-end, j'ai fait une intervention avec lui d'ailleurs. Merci beaucoup Dada pour l'occasion. Et puis, je travaille aussi avec une autre association qui s'appelle Initiative 243, qui scolarise des enfants au Congo. Et donc, voilà, en fait, l'objectif, c'est d'accompagner pas l'enfant, mais avec l'expérience que j'ai de le partager à l'adulte qui s'occupe des enfants. Par exemple, l'association IPOMA, c'est un orphelinat. Donc, pour l'instant, l'orphelinat se trouve au Congo, donc on n'a pas eu l'occasion de pouvoir encore voyager là-bas pour pouvoir partager cette expérience-là. Mais par exemple, l'association La Rose Fabuleuse, qui se déplace régulièrement au Congo, partage son expérience d'infirmière. Donc, je crois que
ça va être, il est bon pour nous de pouvoir prendre aussi ce qu'on a vu de bon ailleurs, ou ici, là où on vit aujourd'hui, partout dans le monde, et de le rapporter chez nous, pouvoir le construire en l'adaptant. Mais voilà un petit peu ce que je fais. Donc, j'ai cette entreprise-là qui s'appelle donc A-Child, Aurélie autour de l'enfant, c'est ça que ça veut dire. Et je continue toujours de travailler, voilà. Pour des questions de, comment on appelle, de secret confidentiel, je ne dis pas où je travaille, mais je travaille toujours auprès du jeune et de l'enfant actuellement. Tu es vraiment dans ton univers. C'est ça, complètement. J'espère que tu as pu répondre à la question de beaucoup d'auditeurs qui se posaient des questions. Coach en quoi. Vraiment, je vous invite à partager l'émission. Pardon, Huguette, du coup, pour ceux qui se demandent ce que c'est que coach, pourquoi est-ce que je dis coach? On peut dire aussi accompagnement, on peut dire, je ne sais pas, soutien. Moi, dans le métier de coach, en fait, l'idée, tout comme un coach sportif ou quoi que ce soit, ce n'est pas d'apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, mais de l'accompagner. La différence avec le coaching ou une simple formation, c'est que la formation, je pense qu'on te donne les outils. Dans le coaching, il y a le sens de on avance en fait ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je parle de relation à parents et enfants? Moi, je suis pas là pour apprendre à un parent comment élever son enfant. Je pense que instinctivement, il y a des bases qu'on a. Mais de la même façon que un médecin va peut-être apprendre certaines choses, je pense que c'est dommage de penser qu'un parent a la science infuse sur un être que tout le monde est encore en train de découvrir. Donc, s'il s'appuie sur ce que différentes recherches ont faites, qu'il y a des personnes qui ont été formées par rapport à ça, je crois que ça sera un plus en fait. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que je partage mon expérience et que du coup, c'est vraiment un accompagnement. C'est-à-dire que je travaille en binôme avec un parent pour une meilleure relation avec son enfant et d'autres choses en fait. C'est de partager des clés en fait. Plus comme ça. Un grand merci pour ce détail clair, très précis et on reviendra dessus tout au long de l'émission. Je donne maintenant la parole au seul homme qui est présent sur notre plateau, hein, Maître Bakama. Bonsoir Maître, rebonsoir pour tous ceux qui nous rejoignent. Maître, voilà, on sait qu'il y a plusieurs types de maîtres, on voudrait vraiment savoir quelle est votre spécialité, qu'est-ce que vous faites, combien d'années vous avez, pendant combien d'années vous avez exercé votre métier? Bon, je suis Claude Bakama, merci Huguette. Bonsoir les amis internautes, bonsoir mesdames et messieurs. Claude Bakama, je suis avocat donc dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. Bon, j'ai un peu moins de casquette que Amina. En dehors de cette casquette, je suis accessoirement maître d'enseignement à l'EFB. L'EFB, c'est l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris. J'interviens donc accessoirement en droit administratif dans cette école. Pour ce qui est de la profession dans laquelle j'exerce, j'ai prêté serment en 2003, mais l'inscription effective dans un barreau date de 15 ans maintenant. Voilà, donc je suis de formation universitaire publiciste. Publiciste, c'est celui qui est porté sur le droit public, donc tout ce qui est rattaché au lien entre collectivités, les collectivités publiques, les relations entre l'État et les personnes, pour simplifier, pour que tout le monde puisse comprendre. Oui. Voilà donc 15 ans aujourd'hui que j'exerce la profession d'avocat dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. Eh ben, dis donc, en tout cas, félicitations pour ces nombreuses casquettes, enfin, en tout cas, cette ancienneté surtout. Voilà, ça fait plaisir d'avoir voilà des barons comme ça. Moi, j'aime appeler de la communauté exercer dans des postes à responsabilité qui sont très utiles pour nous, les citoyens. Alors justement, si je vous ai invité ce soir, ce n'est pas pour un hasard, c'est par rapport à cette thématique que je rappelle, hein, qui s'affiche. Donc aujourd'hui, ce soir, dans votre émission Instant H, nous allons aborder sur la rubrique parentalité de ce soir les conséquences en fait de l'absence du père dans la vie de l'enfant. Donc juste une petite introduction avant de vous poser la question. Voilà. Comme on le sait, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de divergences dessus, d'autres nous diront que voilà. Je vais vous poser les questions très clairement. J'ai aimé une introduction que on m'a confiée par Monsieur David Darcy-Capia qui dit la présence des deux parents constitue l'équilibre émotionnel et psychologique de la vie de l'enfant. L'une, voilà, dans le mot repère, il y a père. Le père est très important dans la vie de l'enfant. Un enfant qui vit avec l'absence d'un père
d'un parent, l'un des parents, très souvent ou trop souvent, souffrira d'un vide émotionnel dans son enfance ou à l'âge adulte. Voilà ce qu'il a voulu me partager. Il n'est pas présent sur le live ce soir, mais il m'a demandé si je pouvais partager cela. Bonsoir Barak Ngongo. Bonsoir le président de Miss et Mystère RDC. Merci pour cet honneur ce soir. Bonsoir Mireille William. Voilà, mon fervent associé dans l'émission qui intervient très souvent. Donc, je vous pose la question ce soir. Je vais commencer par Amina. Amina, peux-tu nous donner ta définition à toi, qui n'engage que toi, du père? Pour toi, que signifie le mot père? Que signifie le rôle du père selon toi? Tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît. Et mes auditeurs, mes auditrices, sachez que vous faites partie aussi de cette émission. J'attends vos réponses et je les mettrai sur le live. Amina? Ok, mon micro. Alors, quelle est ta définition du mot père? On t'écoute. On m'entend? Oui, on t'entend très bien. Ok, je pensais que tu allais bloquer. Alors, Barak, pension alimentaire, non. Alors, le père, c'est un repère, voilà. Le père, pour moi, c'est un repère, c'est la fondation. C'est le père, c'est la sécurité. Le père, c'est le berger. Le père, c'est la protection. Le père, c'est la construction. Alors, je pense que il est très difficile de grandir sans un père, mais ce n'est pas impossible. Donc, quelle est une définition parfaite du père, à part donner tous ces adjectifs que j'ai pu vous proposer? Voilà, je peux pas dire plus. Merci. Aurélie, je te pose la même question. Ta définition du père personnel et puis par rapport peut-être à ton métier. Voilà, si tu peux nous combiner un 2 en 1, s'il te plaît. Qui va être entre guillemets professionnel. On t'entendait pas. Si tu peux reprendre du début, tu n'avais pas débloqué le micro. Ça y est. Okay. Oui, non, je disais, je pense qu'il y a la définition universelle que tout le monde va avoir, donc ça va être celle qui va être professionnelle. Ça va être que le père, déjà, en général, c'est un géniteur, mais il y a aussi ceux qui vont être comme des pères adoptifs, qu'on appelle souvent, par exemple, les parents de cœur. Il est là pour guider l'enfant, il est là pour être le modèle, parce que le père, c'est l'image du futur moi, par exemple, si c'est un garçon, ou c'est du futur élément qui doit être dans ma vie. Pour une fille, ça veut dire, entre guillemets, un peu en remplacement, parce que tous les enfants se projettent normalement dans l'identité de leurs parents, parce que quand ils les regardent, ils comprennent que, bon, c'est à ça que je suis censée ressembler après. Donc, si mon père est comme ça, c'est que certainement, ça doit être le type de personne que je dois chercher. Le garçon, si mon père est comme ça, c'est que c'est certainement à ça que je dois aussi ressembler. Donc, on retrouve dedans le modèle, on retrouve dedans le guide, on retrouve dedans celui qui pose la fondation, celui qui va être, je ne sais pas si on peut dire à la base, celui qui va être au commencement, c'est celui que l'enfant va rencontrer, et lui et la mère en premier. Voilà. Après, pour moi-même, personnellement, ça sera la même chose. Et effectivement, je rajoute ce que Amina a dit en disant un protecteur. Moi, c'est une des définitions que j'aime le plus, un protecteur et un guide. Un grand merci pour ta définition. On voit pas mal de réactions aussi sur les réseaux sociaux. Pension alimentaire pour le père, allocation parents isolés, motivateur pour plusieurs. Le père, c'est un pilier, c'est la banque. Le père, c'est un humain. Il y a plein de questions qui fusent. Je continuerai à partager. Continuez. Pour vous, que représente un père? Quelle est votre définition du père? Je vais demander, sur la partie peut-être plus juridique, si je peux me permettre, à Maître Bakama, comment on définit le père aujourd'hui dans la société? Attendez, le micro. Oui, merci Huguette. Pour ce qui est de la définition du père, évidemment, je serai porté vers cette définition, ce qui pourrait être une définition juridique, mais elle est forcément insuffisante. Ah, un petit problème de réseau?
Maître, Là, vous si vous m'entendez? pouvez un petit peu votre image, il y a Moi, un je petit... vous entends très bien. Vous m'entendez? Essayez de parler. Oui, je disais au sujet Allô? de la définition qu'on peut donner du père. Tu C'est nous bon, vous entends? m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Le micro est ouvert. Ah. Maître, on ne vous entend plus. Aurélie, Amina, est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Oui, moi j'entends très bien aussi. D'accord. Maître, on ne vous entend plus. Alors, je vais essayer de débloquer. Mais le micro est coupé. Si vous pouvez débloquer votre micro. Et Allô, allô, essayez de parler. là, vous m'entendez? Allô? Le micro est Vous ouvert. l'entendez? Vous entendez l'avocat? Moi, je vous entends. Donc, le problème vient de chez moi. Amina, est-ce que tu peux essayer de parler, que je puisse t'entendre? Oui, on s'entend tous, hein. C'est juste son moi, micro je qui t'entends est aussi. coupé. Tu l'entends, Aurélie? J'entends. Très Oui, bien. j'entends très bien. Ouais, ouais. Pourquoi ça vient chez moi? Ah, allez-y. Oui. Allô? Super. Voilà, le Et problème là, c'est venait bon? de Le problème venait de chez moi, toutes mes excuses. C'est bon. Maître, Je si vous vous- pouvez... Bon, voilà. Donc, oui, voilà, un père, il y a une définition qui est à peu près accessible à tout le monde, sauf qu'elle est insuffisante. Lorsqu'on dit qu'un père, c'est un géniteur, effectivement, pour qu'il y ait un enfant, il faut un père. A priori, après, c'est plus compliqué, puisqu'il y en a qui vont vous parler de d'autres modes de conception, mais a priori, le père, c'est le géniteur. Mais cette définition ne suffit pas si le père n'est pas présent, ne reconnaît pas, ne se déclare pas comme tel, n'est pas reconnu par les autorités comme étant père. Il n'existe pas. C'est la limite donc qu'il y a dans la définition juridique du père. Il faut que celui-ci soit reconnu comme tel, se déclare comme tel. C'est celui, en gros, qui va s'afficher sur la filiation de l'enfant, sur les actes d'état civil. Simplement, ça, c'est la définition juridique, mais il faudrait combiner avec d'autres définitions parce que vous avez des enfants qui ont un père qui n'est pas le géniteur, mais qui est le père de cœur, celui qui remplace donc celui avec lequel l'enfant vit. Vous voyez très bien qu'on est obligé de combiner un certain nombre d'acceptions pour arriver à une définition satisfaisante du père. Mais en droit, c'est celui que les autorités connaissent comme étant le père sur le papier. D'accord. Je vais vous garder à l'antenne et puis après, je demanderai à mes autres invités. Il y a Karine, qui s'indique Rinka Mac, mais elle s'appelle Karine, que je salue, qui écrit « Je regrette le temps de nos grands-parents, car aujourd'hui le père est devenu un accessoire pour beaucoup de femmes, malheureusement. » Je voudrais avoir votre avis parce qu'on m'a posé la question. Voilà, d'autres disent le père est absent, donc absent en présence, absence physiquement pour x, y raison. Ça peut être une séparation qui a été très douloureuse, un divorce qui a été très compliqué, le père coupe contact ou la mère refuse ce contact avec l'enfant. Mais il y a aussi des pères qui vivent avec leur compagne au sein de la maison, du foyer conjugal, et qui ne s'occupent pas du tout des enfants. Donc, tout incombe à la mère, les devoirs, les emmener à l'école, les éduquer. Donc, est-ce que ce sont les mêmes absences? Est-ce que ça peut créer les mêmes conséquences? Est-ce que on peut les dissocier, ces deux absences, ou pas? Ou il y a une différence? Oui, si la question m'est destinée, l'absence, quel que soit le motif, c'est quelque chose qui a des conséquences. Après, ça se mesure en fonction de l'environnement dans lequel l'enfant baigne. S'il y a des gens qui peuvent pallier l'absence du père. Mais il est évident, il me paraît en tout cas évident, que si la rupture est douloureuse, que celle-ci se répercute sur les enfants, s'ils l'ont perçue comme telle, je pense que ceux qui sont spécialisés dans la psychologie vous expliqueront que les conséquences sont quand même ressenties d'une manière différente. Parce que l'absence en tant que telle, dans beaucoup de familles, est compensée parfois par des oncles. L'enfant est un peu moins traumatisé parce qu'il y a des gens qui répondent à ses besoins, sur le plan matériel, par exemple. D'accord. Très bien, on reviendra dessus. Je vais poser la même question à Amina. Amina, ces deux absences que on vient de nous relever, l'absence physique, vraiment non contact avec entre le père et l'enfant, et l'absence, c'est-à-dire que le père est là, mais c'est un père absent dans la maison. Il y a vraiment deux nuances ou c'est la même chose ou pas, selon toi? Toujours bien penser à débloquer vos micros.
On t'écoute, Amina. Voilà, vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, d'accord, ok. Alors, au niveau des absences, je dirais que l'absence totalement physique est peut-être parfois plus supportable que l'absence du père présent dans une maison. L'absence physique permet quelque part de se construire un monde, de se construire autre chose, tandis que l'absence du père dans une maison, pour moi, en tout cas personnellement, créer des rancœurs pour l'enfant et donner un environnement assez malsain, un environnement où il y a des rébellions. Pour ma part, j'ai grandi très longtemps sans mon papa, ce qui m'a permis finalement de regarder un peu à gauche et à droite. Donc, j'ai su me construire une certaine image du père. Et grâce à Dieu, j'ai retrouvé mon papa par la suite et puis j'ai pu mettre les bouts ensemble. Mais selon moi, l'absence physique est plus facile à vivre que l'absence du papa dans le foyer. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vais poser la même question à Aurélie. Aurélie, en tant que coach, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Qu'est-ce qui est... est-ce que c'est différenciable, l'absence physique et l'absence d'un père présent, mais en fait absent? Alors, juste avant de répondre, j'avais bien aimé ce que la dame avait dit tout à l'heure quand elle disait qu'elle regrettait que du temps de nos grands-parents par rapport à aujourd'hui, le père est devenu accessoire. C'est ce qu'elle disait. Déjà, si je peux répondre à cette question d'abord avant de répondre à la tienne, en fait, ce qui est souvent triste, c'est que les hommes ont beaucoup de mal à trouver leur place souvent dans la famille. Parce que, en fait, dès la naissance, la femme, elle s'accapare un enfant. Elle a l'impression que comme c'est elle qui l'a porté, c'est comme si qu'en fait, elle est la personne principale dans la vie de l'enfant. Donc, c'est elle qui va dormir avec, c'est elle qui va faire ci, c'est elle qui va faire ça. Et finalement, même dans les soins ou même durant la grossesse, le père peut être à côté, mais très souvent, il est comme disqualifié parce qu'il ne ressent pas l'enfant de la même façon. Et très souvent, les femmes ne les impliquent pas comme il faut. Et quand l'enfant naît, en général, c'est pire. C'est ça que beaucoup d'hommes disent, par exemple, qu'une fois que le premier enfant est venu, ils ont l'impression de ne plus être présents pour la femme. Mais la femme a vraiment à croire que c'est une mission, en fait. On a vraiment l'impression que c'était sa mission, que cet enfant vienne au monde. Des hommes ont parfois l'impression que les femmes se marient juste pour avoir des enfants et au final, ils n'ont pas leur place. Et je crois que souvent, le problème, c'est que les femmes elles-mêmes ont tendance aussi parfois à se donner trop de choses et au final, elles n'intègrent pas parce que si l'homme ne vit pas la grossesse de la même façon qu'elle, ça veut dire que c'est à elle de les inviter à la vivre avec elle, en fait. Donc, au moment où l'enfant même va naître, très, très souvent, l'homme est là, il prend les choses de temps en temps, simplement. Et en fait, du coup, la femme a parfois l'impression d'être surchargée, mais quand il est là, accessoirement, c'est pas forcément volontaire. C'est parce qu'il s'est senti, c'est des êtres humains, ils ont des émotions et des sentiments aussi. Il s'est senti exclu, en fait, petit à petit, par différentes choses, par différentes manières. Quand même, les gens viennent visiter, c'est « Oh, l'enfant », c'est « Oh, félicitations à toi », mais ils sont deux à le faire, en fait. Donc, il y a tout ça, par exemple, le fait de féliciter la maman ou de pas penser au papa à côté. Donc, il y a ça déjà. Et pour répondre à la question, alors, je suis d'accord avec Amina que une absence non présente tout en étant vivant, je prends l'exemple d'une personne qui est vivante, par exemple, un papa qui est vivant et qui n'est pas du tout présent dans la vie de son enfant fait beaucoup plus mal parce que l'enfant aura moins de choses à se donner, il aura moins de raisons en fait à se donner. Si c'est un parent qui est décédé, il peut, je dirais, trouver des raisons et se dire bon, c'était la vie ou il s'est passé quelque chose, c'est une maladie, il a une raison. Quand le père est là et qu'il n'est pas du tout présent, ça va être très difficile parce que, comment dire, une personne, je donne un exemple, une personne qui a un grand frère et qui essaye de se construire en sachant que son grand frère est là, psychologiquement, il va attendre de recevoir certaines choses. Mais quelqu'un qui sait que c'est le premier-né de sa famille, qu'il n'a pas de grand frère, il est comme forgé en fait pour avancer comme ça. Donc un enfant qui va avoir un papa va attendre certaines choses. Et quand son père ne va pas le faire, il ne va pas comprendre en fait pourquoi les autres papas font ça et lui ne le fait pas. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça va créer chez lui, en fait, une très, très grosse blessure. Maintenant, lorsqu'on dit qu'un père n'est pas présent,
moi, je crois que même les personnes qui sont divorcées arrivent à être présentes dans la vie d'un enfant. Et que quand on parle d'un père qui n'est pas là, il ne faut pas simplement prendre le fait qu'il a quitté la maison. Il peut être présent tout en ne vivant pas forcément avec son enfant. Il y a énormément de papas qui sont de plus en plus présents. Et parfois, ils sont même plus présents quand ils ne vivent pas avec eux, en fait. Et qu'il y en a qui vivent avec l'enfant, mais qui ne sont pas spécialement présents. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, d'abord, la maman s'accapare, mais au-delà de ça, il y en a aussi qui laissent faire, hein, qui disent, bon, tant mieux pour eux, voilà, ça les arrange. Et puis, il y en a aussi, peut-être aussi l'éducation. Les a aussi dit non, tu sais, quand tu auras des enfants, ta femme prendra les choses en main ou elle fera les choses. Il y a énormément de choses, mais il n'empêche que ça fait plus mal d'avoir une personne à côté, de ne pas comprendre pourquoi, que d'avoir quelqu'un qui n'est pas là et de se dire, bon, voilà, on se posera moins de questions en fait, je pense. Et du coup, c'est moins douloureux, je suis d'accord. Je tiens à te remercier Aurélie pour ces précisions. Voilà, il y a pas mal de réactions. William qui est d'accord avec toi. Il y a Monsieur Lawa, pardon, qui dit, je confirme ce que dit Aurélie sur le fait que la femme a tendance à s'accaparer l'enfant, donc ce que tu nous disais. Et si cette attitude persiste à long terme, l'homme risque de se sentir inutile et ne cherche plus à s'investir dans le. Il n'a pas écrit la suite. Suzanne qui dit un père défaillant est un criminel. Voilà, les mots sont posés. N'hésitez pas à réagir. Rééduquons nos enfants. Aurélie, très rapidement que je puisse donner la parole aux autres. Très rapidement. Oui, pardon. Je lève juste le doigt pour ajouter que quelque chose qui persiste, c'est parce que à la suite de la maman, en fait, l'attitude de la maman va montrer aux enfants ce qu'ils doivent faire avec leur père. Et très souvent, quand la mère ne considère pas son mari, les enfants ont aussi du mépris pour le père, en fait. Vraiment. Et du coup, comme ils vont pas le considérer, ce père va se sentir tellement exclu que, du coup, les enfants vont même pas vont pas le susciter, en fait. Ils vont susciter que la mère. Bon, il y a de ceux qui disent, allez voir votre mère, mais il y a de ceux qui vont grandir en ayant l'impression que papa ne sert à rien. Et donc, du coup, on va toujours aller voir maman et c'est ce qui pousse, encore une fois, le père à se sentir encore plus inutile. Et contrairement à ce qu'on pense, étant donné que les hommes sont moins émotifs, ils montrent pas leurs sentiments. Du coup, en fait, ils s'enferment comme dans une bulle, en fait. Et c'est simplement parce que ils n'ont pas d'armes pour lutter contre ça. C'est quelque chose qui souvent vient de beaucoup plus profond. Voilà, c'est tout ce que j'allais rajouter. Ok, très très bien. Alors, on va y aller progressivement puisque je vois qu'il y a deux volets. Il y a le père présent dans une maison, donc dans le foyer conjugal, familial, mais absent dans l'éducation des enfants. Et on va faire cette deuxième partie, on va essayer d'avancer, le temps aussi avance, sur la partie de la séparation qui engendre la séparation entre l'enfant et le père. Alors, bonsoir Sophie, bonsoir Darcy, Capia David, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois Girès Chirac, Chama Chua, j'espère que je ne déforme pas trop vos noms, toutes mes excuses. Continuez à réagir voilà, en live et je continue à diffuser vos messages. Alors, Lisette qui indique « Il ne s'occupe pas de son fils, donc je garde mon enfant pour moi ». Merci pour ce partage très brut. Bon, peut-être que l'avocat pourra nous en dire plus ou te poser des questions, Lisette. Voilà, qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu s'occupes plus de l'enfant? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur? William qui dit il faut que le père et la mère aient les mêmes lignes de conduite et qu'ils soient d'accord ensemble sur la manière d'éduquer leurs enfants. Vraiment, je vous invite à réagir. Nous allons partager, lire tous vos messages, mais je donne aussi la parole à mon panel. Amina, toi tu t'occupes, donc l'association dont on a parlé, c'est les parents soulagés. Les parents soulagés, qu'est-ce qui se passe? Tu les soulages comment? Tu interviens sur quelle partie? Tu as du mal. Non, ça met du temps pour que je puisse. Non, pas de souci. On est là. Mon micro, mais je voulais réagir à un message que j'ai vu juste avant que tu coupes. Celui-là? Voilà. Non, madame, je ne suis pas d'accord. Chaque parent construit sa relation avec son enfant. Il ne faut pas accuser les mamans qui, malheureusement, se retrouvent souvent seules à accompagner un projet qui était dual au départ. Donc, vas-y, si tu souhaites réagir. Ben oui, mais moi je suis totalement d'accord avec ce commentaire qui vient de Suzanne.
qui est une membre de mon association, qui est également la marraine de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein que mon association mène. Et en tant que moi-même, qui suis une mère isolée, qui ai fondé une association de par mon parcours, en ayant des enfants dont les papas sont démissionnaires, je ne pense pas que tout vienne de la maman. Je pense que quand on a décidé de prendre la responsabilité d'avoir des enfants, chacun doit prendre sa place. Je pense également que la maman, on peut aussi avoir des difficultés. Bon, c'est pas tout le monde n'a pas la fibre maternelle. Donc, chacun doit trouver sa place avec un nouveau élément. Chacun doit trouver sa place avec une nouvelle vie qui arrive dans la maison. Et donc, c'est pas parce que l'homme ne porte pas l'enfant qu'il doit avoir plus de difficultés à gérer cet enfant. Donc, très souvent, les papas sont démissionnaires parce qu'un papa, en général, en majorité, dans les cas qu'on rencontre, c'est pas une généralité, mais en majorité, dans les cas qu'on rencontre, les papas partent et les mamans restent avec les enfants. Les papas reconstruisent des familles, refont des enfants, mais laissent les premiers enfants qu'ils ont eus avec les mamans et ne s'en occupent pas. Donc, moi, je travaille là-dedans. Comment on aide les mamans, on aide ces mamans-là à se reformer, parce que quelque part, quand vous avez fait un projet de vie avec une personne, que ce soit dans le mariage, que ce soit avec les enfants, que ce soit bon, voilà, dans la construction d'une vie à deux, ben, se retrouver à un certain âge, que ce soit jeune, que ce soit moyen ou plus âgé, c'est très difficile de se reconstruire. Et moi, ce sont des choses que j'ai apprises toute seule. Mais quand je vois des femmes qui se retrouvent dans des situations où elles ont toujours eu quelqu'un sur qui se pencher, sur qui s'épauler, qu'en une fois tout part, tout se casse, le monde s'effondre, elles n'ont plus de repères. Et quand une mère n'est pas équilibrée, quand une mère n'a pas de repères, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. Et donc, la femme doit être forte, la maman doit être forte afin que les enfants continuent à avoir une vie saine. La force d'une maman, c'est pouvoir donner à ses enfants. En général, il y a toujours des exceptions, de pouvoir donner à ses enfants le meilleur d'elle-même. On ne donne que ce qu'on peut donner, mais on essaie toujours de faire grandir ses enfants. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai 4 papas, et je fais grandir mes enfants toute seule. Alors, je ne suis pas la mère parfaite, mais j'ai essayé de donner une bonne éducation à mes enfants. Ils ont 22, 20, 12 et 7 ans. Et je pense que je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Et à travers ce que je donne, je ne peux donner que ce que je peux donner. Mais ce que je peux donner à mes enfants, en tout cas, c'est l'amour, c'est le fait d'avoir un toit, d'être en bonne santé, d'avoir l'éducation. Si je peux me le permettre, et je peux encore me permettre actuellement, c'est leur donner accès au sport. Donc ça, c'est déjà la base qu'on peut donner, mais c'est surtout de l'amour et de la sécurité. Et quelque part, par rapport au père des missionnaires, on est obligé de jouer un deuxième rôle. Mais une maman ne sera jamais un papa. Une maman ne peut pas jouer ce rôle. Aujourd'hui, dans tes 4 enfants, combien de filles, combien de garçons? 3 garçons et une fille. Waouh! Il faut avoir des épaules solides, hein. C'est pas évident de nos jours. L'adolescence, le passage de l'enfant à l'adultitude, ce sera aussi un sujet que nous pourrons évoquer. Mais du coup, tu nous l'as dit toi-même, hein, tu as témoigné aussi sur mes autres plateaux, une maman solo, 4 enfants, 4 pères différents. Du coup, les 4 papas sont-ils tous démissionnaires? 3 sur 4. 3 sur 4. Ok, on essaiera de débattre dessus. Je vais aussi passer la parole à Maître. Tu as dit un mot, je vais rebondir dessus. Maître Baka, Amina nous a parlé d'un mot qui est les pères démissionnaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce mot? Bon, beaucoup de choses, hein. Père démissionnaire, pour moi, c'est lorsque c'est établi que c'est quelqu'un qui, malgré les possibilités qu'il peut avoir, je veux dire par là qu'il n'y ait pas de motif extérieur, c'est le manque de volonté, le manque de sérieux qui fait que, ben voilà, finalement, après avoir fait un ou plusieurs enfants, il considère qu'il a des priorités ailleurs. Par contre, si c'est juste constater que le père n'est pas là, ça peut être beaucoup plus profond. Au début de l'émission, vous avez parlé de ceux à qui on ferme la porte, par exemple. Donc, sur le résultat, on peut se dire c'est un père démissionnaire.
sans savoir qu'est-ce qui se passe entre les parents. Parce que malheureusement, vous allez constater que le terrain, le champ de bataille, c'est souvent les enfants lorsque les gens ont eu une séparation où ils ont des comptes à régler. Mais ceux qui regardent voient le résultat que tel parent, parfois, c'est à l'envers. Hein. On a vu aussi des mères démissionnaires. Bon, là, on est sur le père. Quand on ne connaît pas les causes, le qualificatif qu'on donne est le même. Mais prenons celui qui n'a aucune raison de ne pas s'occuper de ses enfants. Un père démissionnaire. Donc, c'est celui dont je donnais la définition, défaillant par manque de sérieux, par manque d'attention, sans raison valable. Après, la loi a prévu quand même des choses qu'un certain nombre de mères ignorent ou ne veulent pas exploiter. Vous avez le côté matériel d'abord, parce que comment ça se passe une procédure, maître? Comment ça se passe justement, maître? Oui. Oui, vous venez de parler de choses peut-être. Si vous pouvez, avec des mots très simples, nous expliquer comment ça se passe dans le cas d'une séparation, d'un divorce, par exemple. Voilà, comment ça se passe la garde d'un enfant? Parce que tout le monde me dit, par exemple, pour ces pays d'Europe, c'est matriarcat, donc c'est automatiquement la maman. Comment ça se passe une séparation et les demandes de garde, les divorces, pension alimentaire, droit de visite? Qui fixe tout ça ici? Bon, il faut s'adresser aux juges, aux affaires familiales de toute façon. Tout ce qui concerne le divorce ou les conséquences du divorce, c'est le juge aux affaires familiales qui s'en occupe. Même dans le cas où il n'y avait pas mariage, que vous vous retrouvez dans une situation de séparation parce que vous avez des gens qui vivent de façon maritale, une séparation peut intervenir du jour au lendemain, sans procédure, parce que les gens n'étaient pas mariés. Mais lorsqu'il y a des enfants, la démarche est la même. Le juge aux affaires familiales doit fixer la résidence des enfants, par exemple, puisque parfois vous avez des parents qui se tiraillent et qui disent c'est moi qui garde l'enfant, c'est l'autre qui veut également garder l'enfant. Le juge est là pour trancher en fonction de la demande faite par l'un ou l'autre des parents, des conditions qu'ils remplissent ou non. Par exemple, celui qui n'a pas de logement, a priori, il est disqualifié. C'est difficile qu'il puisse dire qu'il peut avoir la résidence principale de l'enfant. Donc, la démarche à faire, c'est tribunal judiciaire, ce qui était le tribunal de grande instance, s'adresser au greffe. Quand il n'y a pas mariage, ça peut se faire de manière très simple. Vous n'avez pas besoin, moi, je n'aurais pas pu le dire, mais bon, je dis que l'avocat n'est pas obligatoire pour ce qui est de fixer seulement les mesures qui concernent les enfants, le logement, la résidence principale, la pension et le droit de visite et d'hébergement, ça, on n'a pas besoin d'un avocat, d'une procédure particulière. C'est un formulaire à remplir, on coche des cases, on met le montant de la pension qu'on demande. C'est une procédure qui prend du temps. On parle vraiment de statuer sur la garde de cet enfant, de l'enfant, des enfants. Ça prend du temps? Oui, ça peut prendre du temps, mais dans le cadre d'une procédure de divorce. Là, on est passé, je vais ouvrir une parenthèse sur la nouvelle procédure à partir du 1er septembre. Vous avez la disparition de l'étape de la conciliation, parce que le divorce se faisait en 2 étapes. C'est cette étape-là qui prévoyait justement les mesures sur les enfants en attendant d'arriver au divorce qui pourrait prendre 1 an, 2 ans, ça dépend de la direction qu'on donne à ce divorce-là. Voilà. Mais maintenant qu'il n'y a plus cette étape de conciliation, il y a quand même dans l'étape unique, dans la procédure unique d'assignation qu'il y a, une partie où on va réserver une audience spéciale pour régler cette question-là, parce que ça ne peut pas attendre. Voilà. Donc, en gros, le résultat peut arriver quand même plus rapidement que la procédure qui amène jusqu'au divorce. Voilà. Donc, aux mères qui pensent qu'il y a cette question-là à régler, mariées ou non, on saisit le juge aux affaires familiales pour décider de la situation des enfants et des pensions alimentaires s'il y a lieu. D'accord. Une dernière question avant de donner la parole à Amina. Maître, vous avez dit que voilà, il y a quand même des décisions qui sont prises en fonction de la situation financière, etc. Des parents. On épluche un petit peu leur situation, s'ils travaillent, s'ils ont un logement, etc. Mais si on analyse bien la chose, lorsqu'on se met en couple, on est dans le même logement, et lorsqu'on se sépare, l'un des deux doit quitter ce logement pour la paix de tous. Et
très souvent, c'est l'homme. Lorsqu'il quitte ce logement, beaucoup m'ont fait part lorsque j'ai annoncé cette thématique il y a 2 semaines. Des pères m'ont appelé en me disant « Oui, mais on se plaint que nous, on prend pas les enfants. Mais en fait, on n'a plus de logement. Nous, on habite dans des chambres. Le confort qu'on avait n'est plus là. On ne peut pas accueillir nos enfants dans des chambres. D'autres sont retournés chez de la famille. » Parce que voilà, financièrement, ils n'ont pas la possibilité, là, tout de suite, de prendre un logement 3, 4 pièces comme ils l'avaient avec leur ex-conjointe. Et ils nous demandent, enfin, ils indiquent, même s'ils n'ont pas parlé ce soir, de comprendre cette situation. Et c'est de ce fait qu'ils ne prennent pas les enfants. Est-ce que vous pouvez entendre cela? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives possibles? Oui, moi, je dirais ça différemment. Considérer que ce sont plus les mères à qui on accorde le droit de rester dans un logement, moi je dirais que c'est l'intérêt des enfants. C'est d'ailleurs la ligne qui est suivie par les juges. À partir du moment où les enfants restent avec la mère, le juge ne veut pas accorder le logement à la mère. Ce n'est pas son problème. Il n'est ni contre la mère ni pour la mère. Mais si les enfants restent avec le père, il y a quelques cas exceptionnels. Si par exemple la mère est défaillante, vous avez des gens qui ont des troubles psychiatriques, qui ont des démences, qui sont violents, même en étant une femme, on peut vous priver du logement ou bien de la garde ou de la résidence habituelle des enfants. Mais donc, c'est l'intérêt des enfants qui sont au centre. Le juge voit qui garde les enfants. À partir du moment où vous obtenez le droit d'hébergement des enfants, que vous avez la résidence principale des enfants, automatiquement, le logement va avec. Il existe quelques cas rares où les pères obtiennent le logement parce que la mère qui est censée rester dans le logement n'a peut-être pas les moyens de répondre à un loyer trop élevé. C'est un exemple, comme il peut y avoir un père qui a pris ce logement en fonction de la proximité de son lieu de travail, par exemple. Mais voilà, donc ce n'est pas un principe que c'est la mère qui doit rester dans le logement, mais c'est plutôt l'intérêt des enfants qui guide le juge pour que, statistiquement, on observe que finalement, les mères obtiennent plus ce droit-là que les pères. Statistiquement, combien, en termes de statistiques, on peut dire à peu près combien en pourcentage? Bon, quand je dis statistiquement, je sais vaguement, je ne vais pas donner un chiffre précis, oui, mais de l'appréciation personnelle que je peux avoir, le chiffre est très élevé quand même, ça peut dépasser les 80%. Parce que les enfants, lorsqu'ils sont souvent jeunes, il n'y a aucune raison qu'ils partent avec le père, qui souvent travaille. Là aussi, statistiquement, vous savez que ça vient de loin. Ce n'est pas que les sociétés africaines ou d'autres sociétés. Le monde tel qu'il a été fait, ce sont les pères qui ont toujours travaillé majoritairement. Maintenant, la situation évolue. Il y a beaucoup de femmes aussi qui travaillent. C'est ce qui fait que le père qui demande de garder les enfants, il faut qu'il justifie déjà qu'il va trouver le temps pour être auprès des enfants ou qu'il a pris les précautions. Donc, beaucoup de pères ont un travail et n'ont pas ni les capacités, ni même de manière naturelle, un enfant qui a 2 ans, j'ai jamais vu d'expérience d'avocat qu'on accorde la garde à un père, par exemple. Parce que l'âge de l'enfant joue également. D'accord. D'accord, voilà. On va revenir dessus sur la partie juridique. Je salue Gismav qui s'est connecté. J'ai beaucoup de réactions. Voilà, Carole qui nous indique qu'il y a des pères qui se mettent volontairement en situation précaire pour simplement fuir leurs responsabilités. On va revenir dessus. Coach Aurélie, coach en relation. Aurélie, aujourd'hui on va être clair, hein, on est majoritairement une communauté africaine ici présente sur ce plateau et on voudrait savoir, est-ce qu'aujourd'hui dans nos familles africaines, familles antillaises, peu importe, hein, communauté noire, la communication est au rendez-vous parce que là, tu nous mets dans ta fiche de présentation coach pour les parents, coach pour les enfants. Est-ce que les parents te permettent de les approcher? Est-ce que les parents reconnaissent aussi leurs failles, leurs défaillances? Est-ce que les parents sont prêts à remettre en cause peut-être l'éducation que eux ont reçue et qu'ils sont en train de redonner automatiquement à leurs enfants? Comment ça se passe ton travail vis-à-vis de ça? On en est où? Alors, pardon Huguette, juste avant de te répondre, je vais juste remonter en fait à la réponse de la dame qui disait qu'elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Moi, j'accepte que les gens ne soient pas d'accord parce que je pense que si le monde faisait en sorte que tout le monde était d'accord, en fait, on n'avancerait pas. Oui, c'est un débat. Tout le monde a son opinion. Bien sûr. Non, mais voilà. En fait,
je dirais que les opinions que moi j'ai mis en avant, je pense qu'elles étaient importantes parce que très souvent, les hommes sont pris à partie. Ils sont souvent, moi c'est l'impression que ça me donne, hein, d'accord? C'est que moi que ça concerne. Faut pas vouloir nous donner ton point de vue. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de père démissionnaire, qu'il n'y a pas de mauvais père, il n'y a pas de. C'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il y en a des bons et que parfois ça vient de quelque part et que parfois ils ont vécu des choses aussi directement dans le couple ou à l'extérieur et que certaines choses peuvent se justifier. Je dis pas qu'ils ont raison, je dis pas qu'ils ont tort, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand la dame dit voilà, je ne tire pas sur les femmes, je suis pas en train de les pointer du doigt ou de dire qu'elles sont mauvaises. Je donne juste cet autre aspect des choses que peut-être que durant tout ce temps-là, il y a eu des choses qui ont été qui n'ont pas favorisé et qui ont fait que peut-être que cet homme s'est enfermé tout le reste. Voilà, c'était pas pour dire que c'est la faute des femmes ou quoi que ce soit. Non, je voudrais juste en fait être clair sur ça en fait, c'est tout. Je pense que c'est important. Alors concernant ton activité, aujourd'hui où en sommes-nous dans la communauté africaine, dans la communauté noire, dans l'éducation de nos enfants? Est-ce que la communication est au rendez-vous? Est-ce que les parents reproduisent machinalement, automatiquement ce qu'ils ont reçu eux comme éducation du pays, de leurs parents, de leurs grands-parents? Ou est-ce qu'ils essayent de faire un effort, de s'adapter aussi à la société où ils sont venus, qui est peut-être l'Europe, qui est, peu importe d'où vous nous suivez, les États-Unis, le Canada? Qu'est-ce que tu peux nous en dire de l'analyse que tu fais de par ton activité de coach en relation? Alors, ce que je fais comme analyse, en fait, j'ai constaté que ça avait un rapport avec la génération. Par exemple, la génération des personnes qui ont la cinquantaine sont plutôt fermées pour certains, mais vraiment fermées, bloquées par rapport à ça. Et en fait, ne veulent pas changer de base. Mais c'est parce que je crois que c'est certainement une génération qui n'est pas, je dirais, alors si j'emploie le terme connecté, c'est parce que moi j'avoue que Internet a libéré beaucoup de choses. Ça a délié beaucoup de langues, ça a libéré beaucoup d'informations. Du coup, la génération qui est en dessous, ceux qui ont 40, 30 ans, surtout ceux qui ont dans la trentaine, le fait que toutes ces informations-là soient sorties sur l'histoire, sur qui est sur qui est la personne afro, la personne noire, parce que on a grandi avec des images qu'on nous a données qui étaient fausses. Et au jour d'aujourd'hui, avec toute la démocratisation de l'information, on a eu de plus en plus d'informations qui nous ont donné confiance en nous-mêmes et qui nous ont donné de l'estime en soi pour nous-mêmes et qui nous a permis, je dirais, d'oser remettre certaines choses en question. Alors du coup, j'ai les personnes de la trentaine, les parents qui ont 30 ans ou ceux qui sont dans la quarantaine, sont des gens qui sont ouverts et qui sont accessibles à se dire bon, peut-être que si j'écoute mon enfant, eh ben, il peut m'accompagner dans ce chemin en fait avec lui. Alors souvent, quand je parle à certains parents, je leur explique, par exemple, quand un enfant est bébé, il va pleurer pour tout. Pourtant, les mots ne sont pas clairs. Mais à chaque pleur, tu te dis, bon, peut-être que c'est la couche, peut-être que c'est le biberon, peut-être ceci, peut-être que cela. Mais plus l'enfant grandit, moins tu fais attention à ces différents signes, en fait, que cet enfant-là va te faire pour que ensemble vous puissiez, en fait, avancer. L'idée, c'est pas de dire que l'enfant va décider de l'éducation. Non, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est de dire que il faut qu'il y ait une collaboration pour qu'il puisse avoir en fait un équilibre. Et cette collaboration, elle est parfois. Alors moi, je constate que c'est une information qu'il faut aller chercher. Moi, c'est parce que j'ai fait ces formations-là, c'est parce que j'étais formée dedans que du coup, on savait répondre à quel moment et comment y répondre. Je vais vous donner par exemple une situation qu'on a vécue récemment. J'ai commencé à travailler dans un nouvel endroit. Alors c'est toujours la même chose, mais c'est dans un nouvel endroit. Et j'avais un enfant qui était extrêmement difficile. Et je comprenais pas pourquoi c'était difficile. Du coup, petit à petit, j'essaye un peu d'aller vers lui, j'essaie de l'observer de loin, etc. Et aujourd'hui, j'avais promis quelque chose. Moi, j'ai fait ma part, sauf que lui n'a pas vu ça comme ça. Je lui ai dit, bah, tu m'avais demandé de faire quelque chose, je l'ai fait. Tous les autres ont participé. Toi, tu as fait autre chose. Et au moment où toi, tu te réveilles, tu voudrais que tout le monde se mette à ta disposition. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il s'est fâché, il y a eu plein d'autres réactions derrière. Et à un moment donné, une de ses camarades s'assoit à côté de moi. Et je lui demande l'âge de son camarade. Quand elle me dit son âge, du coup, par rapport à son âge, j'ai compris dans quelle étape de sa vie il est.
et pourquoi est-ce qu'il a cette réaction-là. Alors, à ce moment-là, j'ai averti mon responsable en disant, il a tel âge, et par rapport à l'endroit où il se trouve, voilà les différentes frustrations qu'il peut avoir autour de lui. En réalité, la façon qu'il se comporte avec moi ou avec tous les autres qu'on m'a dit, ouais, mais ça fait 2 ans qu'il est comme ça, ça fait 2 ans qu'il est comme ça. En fait, c'est comme un cri d'alarme, en fait. Mais je crois qu'il est plus difficile de discerner ça quand on n'a pas eu peut-être une certaine formation où on nous avertit, c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'il parle comme ça, il parle comme ça. De la même façon qu'un bébé va pleurer par rapport à certaines choses, bah lui va avoir des réactions qui peuvent être comme ça, qui peuvent être comme ça. Alors, pour en revenir à ta question, j'ai pas mal de parents suivant la génération qui sont très réceptifs. Mais quelque chose m'a surprise et vraiment, je m'y attendais pas. Ce week-end, quand on a fait l'événement avec Dada Stone, avec l'association Hippoma, lorsque j'ai fait un récapitulatif, moi j'avais parlé le matin, et le soir, l'après-midi, il y a eu d'autres personnes qui n'avaient pas entendu ce que j'avais dit. Du coup, j'ai répété ce que j'avais dit. Et il y a eu 2 personnes. Alors, un papa qui m'a dit, pendant que tu parlais, en fait, je me suis étonnée parce que je me suis vue. Je lui ai donné l'exemple quand le père rentre à la maison et que tous les enfants fuient le salon. Et lui, en fait, il pensait que c'était presque quelque chose de bien, en fait. Il disait, il voyait pas où était le mal. Et je lui ai expliqué, mais et s'il y avait un problème dans ça? Et si tes enfants n'étaient pas suffisamment à l'aise avec toi pour être dans la même pièce que toi? Et il peut me comprendre, mais je n'ai jamais dit, oui, mais quelle a été ton attitude, en fait? Et alors là, en fait, il s'est questionné. Et il s'est dit, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon, en fait. Mais il m'a fait comprendre que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. C'est comme ça qu'on a fait les choses. Et puis voilà. Et puis, une autre maman est venue m'aborder. Je lui parlais de autre chose. Je ne sais plus ce qui l'a touché profondément. Mais elle m'a dit, en fait, on ne savait pas. On ne savait pas. On ne savait pas. Elle me disait que ça, en fait. On ne savait pas. Donc, j'ai constaté que, alors, mon premier objectif d'abord, c'est de pouvoir faire prendre conscience. Parce que si quelqu'un prend déjà conscience, je pense qu'il agira différemment. Ou en tout cas, il dira, ah, peut-être qu'il faut que je fasse. Voilà. Mais en tout cas, je me dis, quand on sait quelque chose, on agit forcément différemment. Et oui. On reviendra sur la suite, qu'on puisse donner aussi un temps de parole. Bien sûr. Et c'est très intéressant ce que tu nous dis. Amina, avec ton association des mères célibataires, du coup, comment ça se passe? Est-ce que lorsqu'elles viennent vers toi, tu es un peu, au vu aussi de ton expérience, ton vécu personnel, un peu la mère qui leur dit, voilà, les papas sont tous mauvais, les papas, voilà, ils abandonnent, ils sont des missionnaires. Quelle est ta position quand toi-même tu traverses cette situation qui est compliquée, de la responsabilité du père, la présence du père dans la vie de l'enfant? Comment ça se passe avec toutes ces femmes? Est-ce que tu arrives à être juste et équilibrée? Ah voilà. Ben non, je peux pas. Tout à chacun son parcours, son expérience, et on n'est pas tous les mêmes. Après, je ne peux pas dire que tous les papas sont mauvais. Il y en a qui ont des carences, mais qui essayent quand même de faire avec le peu qu'ils ont ce qu'ils doivent faire. Non, je ne vais jamais aller vers une maman en disant que oui, ton homme est mauvais, le papa des enfants est mauvais. Je ne pourrais pas me permettre de faire ça. Qui suis-je? Je ne suis pas Dieu, je ne juge pas les gens. Mais par contre, je peux trouver des solutions par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois autour de moi. Et voilà, le résultat est triste, malheureusement, parce qu'en général, il y a beaucoup de papas démissionnaires, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. On fera la thématique de l'autre sens, mais là, aujourd'hui, c'est ciblé sur les papas. D'un côté ou de l'autre, on va donc se cantonner sur le papa. En quoi ils sont des missionnaires? Mais il serait utile, en fait, d'agir comme des adultes. Quand vous êtes rencontrés, que vous avez fait cet enfant, vous avez pris cette décision d'avoir un enfant qui était adulte. Quand on se sépare, il faut aussi se séparer comme des adultes. Ça veut dire que l'enfant n'a rien à voir. L'enfant n'était pas là au départ. Donc, quand on se sépare, l'enfant ne doit pas être la monnaie d'échange. Alors que soit pour le papa, on ne doit pas dire, comme je ne la supporte pas, je ne veux pas voir sa tête, je ne veux pas voir l'enfant, ou se dire que finalement, si je dois participer financièrement, c'est pour qu'elle aille vulgairement se taper des mecs, ou que ce soit de l'argent qui est considéré comme de l'argent de poche. En fait, en général, l'enfant est souvent pris en otage parce qu'on se dit que en faisant souffrir l'enfant, ben, je le prends pas en se disant que
la maman va être ennuyée parce qu'elle ne fera pas sa vie comme elle veut, elle n'aura pas de temps de répit, je vais la déranger. Or qu'à ce moment-là, peut-être qu'à un moment donné, vous dérangez la maman, mais à un moment donné, c'est l'enfant finalement, parce que les enfants grandissent. Aujourd'hui, j'ai des grands qui se baladent sans moi. Noah, 12 ans, 7 ans, ben oui, au début, quand ils sont tout petits, on a besoin de ça. Mais par la suite, on n'a plus besoin de ça. Donc, il faut agir en père de famille, comme on dit, mais d'un côté comme de l'autre, parce que finalement, on a mis des êtres au monde qui n'ont rien demandé. Et donc, ces enfants vont s'en occuper. Père dans la vie de l'enfant, c'est pour pénaliser la mère qu'ils font ça. Mais souvent, c'est une réaction c'est vraiment, ça reste au stade de la relation. C'est le ressenti qu'on a envers la personne qui est en face de soi. Et alors, ben voilà, on agit de telle façon à toujours bloquer. Il y a des parents qui se séparent très, très simplement et qui arrivent à gérer la venue d'un enfant. Parce que moi aussi, où je réagis, quand on me dit qu'un papa ne sait pas prendre l'enfant, je suis désolée. Un enfant, quand on lui dit on va aller au cinéma, on va aller au pic, on va aller au parc, il y a toujours une solution pour accueillir un enfant. On peut aller chez sa sœur, on peut aller chez sa mère. Quand on veut quelque chose, on peut aller. Pourquoi on ne se demande jamais pourquoi une maman qui est avec ses enfants, elle a sa charge là. Une maman, on ne se demande jamais est-ce qu'elle donne à manger à ses enfants jusqu'à la fin du mois? Est-ce qu'elle arrive à payer ses factures? Est-ce qu'elle est dans un état d'esprit assez équilibré pour rester avec les enfants? Cet aspect-là de la maman, on ne le voit jamais parce que la maman doit et la maman fera. Mais le papa doit et le papa doit faire. Mais on laisse en général les papas faire ce qu'ils ont envie de faire parce que quelque part, bon, un homme, quand il part, il va prendre une nouvelle femme, il fait sa vie là-bas et il laisse les enfants de l'autre côté. Et donc, je pense que voilà, il faut être des adultes. On a essayé d'être, on a eu des, voilà, on agit en tant qu'adulte pour faire des enfants, mais il faut agir en tant qu'adulte quand on laisse sa famille, en tout cas quand on laisse une femme, une relation, il faut agir en tant qu'adulte pour cet enfant. Et donc, que ce soit pour le père, que ce soit pour la mère, un enfant, c'est l'ADN, c'est la chair, c'est le sang, et on ne doit pas le laisser. Donc, pour moi, il n'y a aucune excuse. Si ce n'est que, voilà, comme on l'a dit, peut-être la maladie, être incarcéré, ne plus avoir de moyens parce que peut-être parce que ça arrive aussi, hein, réduit au niveau de clochard, je dirais, de sans domicile fixe. Donc là, c'est un peu compréhensible de ne pas prendre l'enfant pour que l'enfant n'ait pas cette image. Mais même un papa qui n'a pas vraiment de l'argent, mais qui va venir à l'école, qui va venir sur les terrains de foot, un papa qui va venir de temps en temps, même s'il ne prend pas l'enfant, même s'il ne dort pas avec son enfant, mais un papa qui montre qu'il est là, qui parle avec cet enfant, parce que le téléphone, il y a WhatsApp, ça ne coûte rien aujourd'hui, il y a vraiment des choses qu'on peut faire très facilement, mais rien que ça, une maman sera libérée, parce que vous savez, quand tout ce que les enfants vivent petits, ils le rejettent plus grand, mais d'une autre façon. Et des fois, et souvent, c'est la maman qui prend, mais ça peut être aussi très violent. D'accord. Avant de donner la parole à notre avocat, Mina, j'ai deux petites questions, si tu peux répondre brièvement, parce qu'on avance dans le temps. La première, c'est qu'à un moment, Maître nous a dit qu'on a des possibilités de recours. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que 3 sur 4 sont comptés parmi les démissionnaires selon toi. Ils sont démissionnaires dans quel domaine? Dans le domaine de la présence, le droit de visite, dans le domaine de la pension alimentaire, comment ça se passe? Dans le domaine du droit de visite et de la pension alimentaire. Mais comme on nous a dit, tu as la possibilité de faire un recours. Comme on a pu le voir, il y a eu des recours qui ont fait. Hein. Les hommes, les papas en général, c'est parce qu'ils les arrêtent. Hein. Après un recours, on va aller chercher un salaire sur de l'argent qu'il perçoit. Donc, moi, j'ai eu à faire face à quelqu'un qui était très agile et qui changeait de métier tout le temps, qui était intérimaire, qui à un moment ne travaillait pas, donc qui n'était pas saisissable. Donc, c'est un peu difficile. Alors, est-ce qu'on peut forcer une personne à avoir son enfant? On ne peut pas. S'il ne veut pas, ben, on ne sait rien faire. Donc, il faut quand même vivre avec cet enfant. Moi, j'ai passé des heures, j'ai passé des jours avec tous les enfants confondus, à avoir un petit enfant qui est assis sur un fauteuil qui attend son papa. Parce que papa a dit que, et en général, un papa, c'est un super-héros. Quand papa dit, va faire. Donc voilà. Certes, il y a des recours, tous les recours sont faits pour être contournés. Et voilà, les personnes qui n'ont pas envie ne font pas ce qu'elles doivent faire. Et malheureusement, ben, c'est les mamans qui prennent très souvent. Et effectivement, les recours sont coûteux, ils montent dans le temps. Et juste une dernière question, Amina, pour le moment. Maître encore nous avait parlé
que lorsque le père est absent, on peut aller chercher une image de ce père, une image de père, un représentant par un oncle, par un grand frère, par un tonton. Est-ce que, selon toi, une maman peut prendre ces deux casquettes de père et mère, ou est-ce qu'il faut aller chercher une image paternelle auprès de quelqu'un, un homme qui pourra aussi parler voilà, du corps de l'homme, des choses d'homme? Comment ça se passe, selon toi, ta conception? Alors, ma conception de la chose, comme je dis toujours, chacun a son parcours de vie. Pour ma part, je n'ai pas fait appel à un homme quel qu'il soit pour apprendre les choses de la vie à mes aînés. Donc, ils vivent très bien, ils ont des copines et tout ce qui va avec. Donc, ça, ils l'ont pas appris à travers moi. Je pense que les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui est à l'Internet, ce qui se passe à l'école, les cours qu'ils ont à l'école, ils apprennent. Alors, c'est vrai que la figure paternelle qu'ils ont, j'ai la chance d'avoir mon papa, donc c'est vrai que le repère d'autorité était mon papa. Quelque part, quand il dépasse, alors c'est papy qui prend la relève. Mais une mère ne sera jamais un père, et une mère ne peut pas prendre la place d'un père dans la vie d'un enfant. Une mère reste une mère, sera toujours une mère, donnera ce qu'elle a et ce qu'elle peut faire, mais ne peut pas remplacer le père. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est aimer son enfant encore et toujours, être là, répondre toujours présente, peu importe ce que l'enfant fait. Donc voilà, pour répondre à la question, une mère ne remplace pas un père. Je l'ai vécu, je le vis toujours, je ne remplacerai jamais le papa de mes enfants. Tout ce que je peux faire, c'est leur donner de l'amour et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur moi, en tout cas, avec les moyens que j'ai et le souffle de vie qu'on me donnera. Je serai toujours là pour me battre pour eux. Et ça, ils verront nécessairement, et il faut parler avec ses enfants. Merci beaucoup. Alors, maître, on a vraiment besoin de votre retour. Il y a des hommes qui réagissent en disant « Je suis très mal à l'aise, c'est un procès fait aux hommes, faites entrer l'accusé ». Des femmes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que cet intervenant dit et disent qu'elles vivent des réalités qui sont autres. Et comment on fait cet équilibre? Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette procédure qui peut être difficile. Juste pour information, est-ce que les enfants subissent un peu cette séparation? Est-ce que les enfants sont auditionnés lors de ce droit de garde, droit de visite, pension alimentaire, enfin toutes ces procédures-là? Est-ce qu'on auditionne les enfants auprès du juge familial, droit des enfants, droit de la famille, ou est-ce que c'est vraiment fait avec les adultes et on préserve les enfants? C'était juste pour savoir. C'est à moi que tu poses la question? Non, à l'avocat. Maître, est-ce qu'il m'attend? L'instance, oui. Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous avez le retour. Oui, c'était juste pour savoir ce qui se passe dans une audience ou dans une salle en cas de séparation et pour statuer voilà, de la décision pour l'enfant. Le principe, c'est qu'on éloigne les enfants de tous ces échanges-là parce que c'est assez traumatisant. Mais sur la question qui les concerne, ils peuvent être entendus. La loi a prévu des dispositions justement pour que le juge aux affaires familiales puisse convoquer et entendre l'enfant qui a l'âge du discernement. 13 ans, c'est certain que si le juge a envie de l'entendre, va l'entendre pour aussi recueillir ce qu'il ressent en l'absence des parents, parce qu'il peut être influencé par la présence du père ou de la mère dans le bureau du juge. Donc, le juge pose des questions aux enfants, parfois sans avocat, sans parents, pour qu'ils puissent se déterminer. Lorsque l'un des parents a fait la demande, par exemple, qui veut garder l'enfant, on ne sait pas ce que l'enfant pense de ce parent-là. On ne sait pas quelle relation il a avec ce parent. Donc, c'est là où le juge a une idée et des éléments qu'on lui donne, mais il entend en dernier lieu l'enfant. Donc, c'est prévu, l'enfant peut être auditionné par le juge aux affaires familiales. Allô? Maître, seconde question. Voilà, lorsque vous statuez, vous nous avez donné quand même des statistiques, plus de 80% de fois, beaucoup plus. Voilà, la garde est confiée selon différents critères à la mère. En général, hein, de ce qu'on entend du droit de visite, c'est moitié des vacances, un week-end sur 2. Comment faire nouer ce lien entre le père et ses enfants, l'éducation, un week-end sur 2 et la moitié des vacances?
Est-ce que c'est assez suffisant? Est-ce que c'est juste? Est-ce que, voilà, si on calcule avec ce que la mère vit au quotidien, ça, voilà, cette affection, est-ce que l'enfant aura l'affection de son père? Est-ce que le père aura le temps qu'il lui faut pour pouvoir s'investir dans la vie de son enfant? Est-ce que c'est assez? Maître Bakama? Ah, problème de réseau, hein, veuillez nous excuser. N'hésitez pas hein, à réagir, à nous poser vos questions. Bonsoir Marie-Richard. Donc l'avocat va se reconnecter dans quelques instants. Merci Marie-Richard. Je sais que toi aussi, tu as un grand témoignage que tu partages volontiers à qui veut l'entendre. Voilà, une maman solo, une femme entrepreneuse de 5 beaux enfants, voilà, qui se bat avec ses enfants. N'hésite pas à réagir aussi. Nous lirons tes commentaires. Je vais donner la parole à Aurélie en attendant. Aurélie, je vais essayer de rebondir avec tout ce qui se dit. Concernant, voilà, cette séparation qui arrive dans la vie du couple, qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation entre le père et l'enfant? Est-ce que si le père sort du domicile conjugal, c'est facile pour lui, avec juste un week-end sur 2, la moitié des vacances, d'avoir un lien vraiment puissant avec son enfant? Je pense que c'est difficile pour les deux, parce que déjà, si l'enfant est habitué à le voir à la maison, du coup, il ne le voit plus du tout. Après, je ne sais pas trop si c'est un avantage ou quoi que ce soit, mais en général, les papas passent déjà pas beaucoup de temps à la maison avec les enfants. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est suffisant ou pas. Hein. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je pense que c'est difficile de jauger. Je pense qu'il faudrait poser la question à un homme qui a vécu ça. Et je pense que ça aurait été intéressant que dans l'émission, on en ait au moins un qui a vécu ce genre de choses, qu'on puisse avoir du coup son opinion, son avis. Je crois que le temps est très court pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Si ça n'a pas été fait avant, en général, c'est à ce moment-là que le père essaye un peu de rattraper les choses, parce que du coup, à ce moment-là, il se retrouve, j'ai envie de dire, seul, livré à lui-même face à l'enfant. Maintenant, ça reste difficile, je pense, pour les deux. Mais certaines relations entre un père et un enfant se construisent beaucoup dans la séparation, parce que l'enfant est triste pour les deux, en fait. Il est triste autant pour la mère que pour le père. J'ai demandé les réactions des hommes. J'ai beaucoup de réactions d'hommes. Je te les lis. Tu essaies de me répondre comme toi tu le peux. En France, si la CAF arrêtait de donner certaines aides, il y aurait moins de divorces et séparations. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que tu peux répondre à cet homme qui écrit? Alors, c'est pas la première fois que j'entends ça. Je ne pense pas que ce soit vrai, parce que justement, l'autre cliché dans l'autre sens, c'est que quand les femmes reçoivent les aides, ça passait sur le compte des pères. Moi, je connais beaucoup de personnes autour de moi où en fait l'argent passait plutôt dans le compte du père, et en fait au lieu que ça serve à l'enfant, au lieu d'acheter des choses pour l'enfant, etc., les parents s'en servaient pour autre chose. Donc mais c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Que les femmes. Je vais continuer parce que les hommes sont au rendez-vous, on leur donne la parole. Alors, mesdames, accrochez-vous, soyez fortes et puis réagissez. Hein. Nous sommes dans un débat, d'échange. Ouais. Bon, je dirais que je ne pense pas que ce soit forcément vrai. Parce que dans l'autre sens, on l'a senti. Un autre homme nous dit les mamans utilisent aussi les enfants comme monnaie de chantage. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Mesdames, êtes-vous d'accord avec ça? Alors là aussi, les avis sont mitigés parce qu'on entend aussi des deux côtés la même chose. On entend aussi, moi j'ai déjà entendu des personnes qui se sont dit je fais un enfant pour garder cette personne-là, et au final cet enfant devient une arme, mais c'est pas spécifique aux femmes. Je crois que c'est dans les deux sens que c'est souvent utilisé. Quand une personne profite de l'enfant pour avoir autre chose, en général, ça peut être dans les deux sens. C'est pas spécifique aux femmes. Alors Amina aussi, je vais te poser la question en attendant que l'avocat puisse se reconnecter. Amina, on nous dit que les mamans utilisent aussi les enfants comme monnaie de chantage. Déblocage de micro. On t'écoute. Non, on t'entend pas. Non, toujours pas. Là, alors, ça va. C'est parti. Qu'est-ce que tu réponds à ce monsieur? Voilà, les hommes sont chauds bouillants là en deuxième partie. Il faut leur répondre, il ne faut pas rester ainsi. Je dirais que comme Aurélie l'a dit, c'est dans les deux sens. Après, il faut arrêter de dire que les mamans font du chantage avec les enfants.
un homme peut faire aussi du chantage. Il y a des hommes qui manipulent les femmes en disant je ne paierai rien s'il n'y a pas ça, ça, ça et ça, et vice versa. Donc prendre un enfant en otage, c'est pas un père ou une mère, c'est la personne en son âme et conscience. Très bien. Marie Richard qui rebondit sur voilà, le message de la CAF que les femmes prennent et qui peut-être accentue les divorces parce qu'elles savent qu'elles auront une ressource de l'État, un revenu. Marie Richard nous indique la CAF ne suffit pas pour prendre soin des enfants et ce n'est pas des prestations qui durent toute la vie. Merci pour ce rappel. Suzanne qui nous dit un enfant est un projet à mener à son terme. Chaque parent doit être investi dans ce projet et ce projet ne prend pas vie au moment de l'éclatement du couple. Je vais essayer de lire un peu. Vos réactions lorsque un nouveau tonton arrive à la maison. Vos réactions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Moi, j'ai une question. Pendant que tu développes, monsieur Eded L, je vais, oui, peut-être répondre aussi. Amina, est-ce que, voilà, tu es une femme, une jeune femme très charmante. Est-ce que tu te projettes justement pour l'avenir? Est-ce que pour toi, tes enfants, en ayant vu un beau-père, deux beaux-pères, etc., est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre porte, ouvrir votre cœur à un nouveau tonton, papa, beau-père? Comment ça pourrait se passer, cette cohabitation? Parce que toi, aujourd'hui, tu élèves tes enfants seuls, vous avez pris vos marques, vos habitudes, et l'arrivée d'une autre personne, est-ce que vous lui donnerez la place qu'il mérite? Est-ce qu'il aura une certaine place ou il devra rester à sa place? Est-ce que ça, tu penses à un futur partenaire Mais il devra rester à sa place. L'arrivée d'un beau-père à la maison. L'arrivée d'un beau-père, c'est rester à sa place. Quand je dis rester à sa place, il ne prend qu'unement la place du père dans la vie de l'enfant. Ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je le dis aussi pour les mamans. Voilà, on ne remplace pas un père, on ne remplace pas une mère. Après, faire entrer un homme dans la vie de ses enfants, c'est quelque chose d'assez délicat. Il faut savoir qui on fait rentrer dans sa maison et il faut être sûr qu'on partage la même vision de l'éducation. Parce que si c'est pour faire ce qu'on a fait avec les précédents, et pour arriver à un désordre total dans la maison, c'est pas la peine. Alors oui, je sais pas de quoi est fait demain. Je ne sais pas si j'aurai encore un homme qui partagera ma vie, en tout cas l'éducation des tout petits actuellement, mais c'est un choix que je ferai en âme et conscience, avec beaucoup de sagesse et de recul. Moi, je conseille toujours aux mamans, et c'est ce que j'ai eu en tout cas la grâce de faire, c'est que il faut savoir que j'ai pas vécu avec longtemps avec tous les papas de mes enfants, donc ils ont vécu seulement un laps de temps avec le papa de la dernière, et donc mes enfants n'ont pas été habitués à me voir avec des hommes. Ce qui me donne cette force en étant, puisque ce sont des garçons, qu'ils aient le respect de la femme, parce que bon, faire rentrer des hommes les uns après les autres dans la maison, ça perturbe aussi les enfants, mais comme on le dit souvent, c'est pas parce que un homme qui part a le droit de refaire sa vie, pourquoi la maman n'aurait pas le droit de refaire sa vie. Après, il faut savoir que des fois, il y a des hommes, ils refont leur vie, et puis ben, la femme qui est avec eux n'accepte pas les enfants. Et donc, l'homme change totalement, et les enfants sont mis de côté, et c'est encore des problèmes pour les enfants. Tandis qu'une mère, et je sais, doit faire plus attention parce que voilà, derrière toi, il n'y a personne. Est-ce que toutes ces séparations, ces vides, ces absences de père, selon toi, ont pu créer un vide émotionnel, un vide psychique, émotionnel, physique, peu importe comment on peut l'appeler, dans la vie de tes enfants? Ah oui, tout à fait. Ils se rebellent d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans des bagarres à l'école, ça peut être dans d'être toujours dans la contradiction, ne pas accepter l'autorité, ne pas avoir la même vision, dire oui, mais toi, qu'est-ce que tu sais, t'es pas marié. Il faut savoir que ils sont tous remariés sauf un. Et donc, ben, voilà, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, mais ah, peut-être qu'elle a un problème, pourquoi elle se marie pas? Mais elle s'est peut-être pas mariée par choix pour ses enfants, pour avoir quelque chose de sain dans la vie des enfants, parce que malheureusement, j'ai eu je vais pas dire la malchance, mais
dans notre parcours, les papas n'ont pas forcément eu des relations avec des femmes qui, au début, ont été bénéfiques dans la vie de mes enfants. D'autres ont grandi, ont mûri. Mais quand vous avez en face de vous un homme irresponsable qui donne une certaine vision de son ancienne relation à la femme qui réagit, et ça c'est souvent dans la communauté africaine, enfin quoique européenne aussi, c'est en général finalement, qui réagit en fonction du dire sans se poser la question de est-ce que réellement c'est ça le problème, ça entête beaucoup les enfants parce que ça discute dans leur couple et ça amène le problème après à la maison. Et ça met beaucoup de déformations dans l'éducation des enfants. Donc, il faut être très prudent quand on fait rentrer des hommes dans la vie des enfants. Alors, il y a des mamans, je dirais, est-ce qu'irresponsable est le mot? Je ne dirais pas. On a toute envie d'avoir droit au bonheur. C'est pas facile de recommencer sa vie seule. Donc, il est facile très rapidement de comment dirais-je, de succomber aux sentiments du cœur. Mais il faut savoir que quand on est maman, et je l'ai appris peut-être à mes dépens, le temps où on élève ses enfants est un temps très précieux parce qu'on doit créer des adultes de demain. Et s'ils sont écorchés déjà par la séparation à la base et que ça continue dans l'évolution de la vie privée de la maman, ça fait des adultes très désordres qui ne font que du désordre par la suite. Donc, une maman, selon moi, a beaucoup plus de difficultés à refaire sa vie si elle ne tombe pas sur une personne qui partage la même vision et qui peut accepter des enfants et qui peut surtout rester à sa place, c'est-à-dire pas totalement un spectateur, mais une personne qui arrivera à doser ses interventions dans la vie de la maison. Nous sommes en train de chuter vers la fin de l'émission, malheureusement. Je pense qu'on en fera une deuxième partie. J'ai vu plusieurs fois revenir dans les commentaires, après une séparation, il faut prendre le temps de guérir, il faut prendre le temps de guérir, il faut faire un nettoyage profond intérieur. Pour toi, Mina, malgré le fait que tu sois à la tête de plusieurs entreprises, à la tête de plusieurs associations, voilà, malgré le fait que tu bouges, tu encourages les femmes, tu les motives. Est-ce que, selon toi, tu penses être guérie? Parce que c'est pas facile après de refaire confiance après une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça, c'est avec des papas. Il y a peut-être eu des partenaires sans enfants aussi qui ont pu te décevoir. Est-ce que c'est facile de faire confiance? Est-ce que, selon toi, tu es guérie? Tu n'as pas d'amertume, de rancune, de dégoût, de mépris envers les hommes? Et si tout ça a été guéri, comment tu as mis les choses en place? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que on guérit réellement de ce genre de blessure? Je sais pas, il y a toujours, en tout cas, oui, je dirais guérir. On pardonne, mais on n'oublie pas. On est d'accord. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, là où moi je n'oublie pas, là où moi je ne pardonne pas, c'est quand c'est les actes portés contre l'adulte qui en face de vous touchent un enfant. Ça, ce sont des choses que je ne pardonne pas du tout et c'est souvent ce qui arrive finalement. Les choses sont faites contre les enfants, donc oui, faire confiance. Enfin, voilà, c'est ça. Franchise les choses. Avec les enfants, mais faire confiance, enfin, c'est simplement rentrer dans la vie. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Il faut prendre vraiment son temps. Alors oui, le temps de guérir, c'est qu'on on ne quitte pas un lit pour aller dans un autre. Il faut d'abord savoir, par rapport à l'expérience qu'on a vécue, savoir qui on est, ce qu'on veut, et être, comment dirais-je, intraitable sur ce qu'on veut. Parce que souvent, on a tendance, en tant que femme, à se dévaloriser. Je l'ai vécu souvent parce que par rapport au regard des gens, on se dit, bon, elle a 4 enfants. Il y a une histoire derrière ça. C'est pas 4 enfants que j'ai fait parce que j'adore faire des enfants. J'adore les hommes et je les mange au petit déjeuner, au dîner et au souper. Non, il y a une histoire derrière tout ça. Mais à un moment donné, quand il y a des choses qui se répètent dans la vie, il faut savoir là où on veut aller et qui est capable de nous accompagner là où on veut aller. Et là où on veut aller avec des enfants, il faut être sûr de la personne qui va nous accompagner. Donc oui, faire confiance à une personne, ça viendra, mais il faudra trouver la bonne personne et on devient exigeant avec le temps, avec l'âge et avec ce qu'il faut pour éduquer les enfants.
Très, très bien. Merci beaucoup. On va pas tarder à clôturer. Coach Aurélie, on me demande 2 questions sur ton parcours. Depuis combien d'années tu es coach? Mais je pense que tu nous as dit 4 années si je me trompe pas. On me demande, est-ce que tu es marié? Alors, je sais pas si c'est pour plus affinité ou peut-être pour savoir si tu as de l'expérience dans le domaine matrimonial, peut-être. Alors peut-être que c'est à cause de ma présentation. J'ai marqué, en fait, l'ordinateur n'écrivait plus après, en fait. Une fois que j'avais mis mon nom et mon prénom, je voulais mettre coach en relation parent-enfant, mais en fait, il y avait plus de place. Donc, je pense que quand la personne dit relation, il a l'impression que je m'arrête à ça. Non, alors, ça fait 13 ans que je travaille dans le domaine. Aujourd'hui, enfin, maintenant, je suis dans ma 14e année et ça fait à peu près 4 ans que je fais de l'accompagnement. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, au vu, on va s'arrêter pour ce soir parce que les questions continuent. Voilà. Et elle qui demande 4 enfants, combien de pères? Elle l'a dit, 4 enfants, 4 pères. Voilà. J'espère que ce n'est pas un jugement, cette question. Comme le dit Suzanne, est-ce que c'est important? Je viens d'arriver, manque d'informations. Ok, donc elle était très franche et c'est quelqu'un qui ne cache pas sa situation. Ça permet aux femmes aussi de comprendre d'où elle vient et voilà, pouvoir aussi enlever cette voilà ce mal-être parce qu'aujourd'hui ça peut aller très vite, 1 échec, 2 échecs, 3 échecs. On se retrouve rapidement avec de multiples papas. Ça arrive vraiment malheureusement trop souvent aujourd'hui. Donc, j'aime sa franchise, j'aime son honnêteté. Elle est venue sur mon plateau, La Voix de la Femme, le témoigner. Voilà. Et puis, comment les choses se sont faites et où elle en est aujourd'hui. Merci, William, c'est une bonne émission. Pour conclure, on doit malheureusement se séparer pour ce soir. C'est vrai qu'on se laisse en stand-by. Je pense que Maître Bakama a eu un problème de réseau parce que je n'arrive plus à l'intégrer dans le lien. Ça permettra… je le vois arriver. Maître! Maître, il nous avait manqué! Grand souci Wow. technique. J'en suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Vous arrivez au moins pour la conclusion. Comme je disais, l'émission, les gens sont en train d'intégrer le live, poser plein de questions. Il y a plein de réactions. Vous pourrez découvrir ce que vous avez manqué, mais vous n'avez pas trop raté. Mais je vais donner à ces femmes la conclusion parce que je dois vous libérer. Hein. Donc, je vais donner la conclusion à ces femmes. Et je pense qu'il serait bien de faire une deuxième partie parce qu'on a encore beaucoup à se dire. Il y a beaucoup de points qu'on a demandé en termes juridiques. Malheureusement, vous n'étiez pas présent pour y répondre. Surtout pour la partie orientation, parce que Amina, qui encadre les femmes dans sa situation ou d'autres situations un peu difficiles, c'est qu'il y a un manque d'information. Ça, c'est un point important. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. C'est pour ça que moi, je voulais réagir sur le point où Amina a indiqué qu'il y avait obligation parfois d'aller jusqu'à saisir sur les comptes bancaires des pères. Ce sont des pères qui sont minoritaires dans cette situation, mais la plupart, même de mauvaise foi, on arrive à leur mettre le grappin dessus. Donc, la question, c'est de savoir quelle procédure suivre et de quelle manière ça, c'est très intéressant à savoir. Exécuter les jugements. Parce qu'un jugement, vous l'avez, mais après, il ne sert à rien s'il n'est pas exécuté. Très bien à savoir. Juste une petite question, je ne sais pas si vous m'avez répondu. Amina, essayez de me répondre sur cette partie-là. Pour les papas qui disent qu'ils n'ont pas d'espace, qu'ils n'ont pas de lieu pour récupérer les enfants, alors de ce fait, ils ne les prennent pas. Bonne foi, mauvaise foi, est-ce qu'il y a une solution autre? Bon, ce qui est du droit, par définition, ils sont partis dans la famille. Le père qui a le droit de voir ses enfants, ça reste une dimension morale, mais vous ne pouvez pas l'obliger à venir voir, malheureusement. Après, sur le plan humain, sur le plan affectif, c'est une carence, mais c'est un droit. Il a la possibilité, le juge fixe un calendrier, le classique que vous avez donné, qui fait un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Mais moi, j'avais fini sur la partie où j'essayais d'expliquer que un jugement est rendu à défaut d'accord
des parents. C'est pas parce qu'on a dit un week-end sur deux qu'il faut faire un week-end sur deux. Ceux qui s'entendent bien, comme disait Amina, il y a des gens intelligents qui se séparent tranquillement. Ils peuvent voir les enfants quand ils veulent. Donc, le jugement ne s'applique que dans le cas d'un contentieux. À partir du moment où vous avez un désaccord, ben, c'est ça qui s'applique, c'est la loi des parties. Voilà. Donc, il y en a effectivement de mauvaise foi qui ne veulent pas voir les enfants, mais le prétexte, c'est bien trouvé lorsqu'ils n'ont pas de logement ou se fabriquent un profil tel qu'ils ne puissent pas tomber sous le coup des obligations qui leur incombent. Mais là encore, minorité d'expérience où vous avez eu beaucoup de pères, soit maladroits, soit des interférences avec le comportement aussi de certaines mères, puisque vous entendez des mères qui disent « mon enfant ». Vous pouvez confirmer, ceux qui assistent un peu les couples en difficulté entendent des mères dire souvent « mon enfant ». C'est déjà une maladresse de dire « mon enfant ». On écarte donc le père en ce moment. Voilà. Les pères indélicats, il y en a, mais les moyens existent pour les obliger à faire au moins la partie qui est susceptible d'être exécutée. Mais les voir en tant que tels, malheureusement, vous ne pouvez pas dire lundi, il faut que tu viennes ou vendredi soir. Ça, ce n'est pas possible. C'est un droit, mais pas une obligation effective, susceptible d'être exécutée. D'accord, très très bien, merci. Et j'ai aussi échangé avec l'un de vos confrères qui m'a fait comprendre qu'apparemment, ça on le sait, hein, une séparation, c'est pas un moment de fête, c'est un moment difficile, mais que les procédures au tribunal de divorce, de séparation, de mode de garde peuvent être vraiment très douloureuses, très traumatisantes. C'est un tiraillement. Tout le monde se bat pour avoir la garde des enfants. Tout le monde donne ses arguments ça peut passer par des insultes, hein, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Voilà, ça peut être violent par moment. Des lettres, des courriers, des témoignages de la famille. Et de ce qu'on me dit, il y a des pères qui sortent aussi du tribunal assez choqués, traumatisés, je ne sais pas si on peut dire dégoûtés, et qui disent, vas-y, cette guerre a été trop lourde pour moi, j'abandonne, je laisse tout et je m'en vais, je me retourne pas. Effectivement. Les gens le savent un peu moins, mais il existe des associations d'hommes aussi qui se battent pour essayer d'obtenir ce qu'ils pensent être leur droit. Ça existe. Je voulais aussi qu'on puisse donner aussi cette parole-là avant de nous séparer. Mais on fera une deuxième émission parce que je vois vraiment beaucoup de réactions. Il ne s'agit pas des causes de la séparation, mais de l'exécution de l'autorité parentale, précise Suzanne. Voilà. Monsieur Eded, elle, qui a vraiment apprécié que vous reveniez, maître, qui dit « mon enfant, toujours mon enfant ». Les mamans sont tellement innocentes dans la séparation et dans la vie des enfants. Monsieur Eded, elle, je vous trouve très remonté envers les femmes. Bon, il faut de tout dans cette émission. Vraiment, merci à toutes et à tous. Hein. On réagira, continuez à réagir. Hein. L'émission va s'arrêter en live, mais elle va continuer. Voilà, on va continuer à écrire. Donc, il y a Monsieur Lawalawa qui demande les associations d'hommes. Il souhaiterait des adresses. Donc, si vous en avez, Coach Aurélie, Maître, je pense qu'Amina, elle est spécialisée chez les femmes, donc elle n'en aura pas pour les hommes. Voilà. Oh, Monsieur Ededel, vous enchaînez là, vous venez d'arriver. Pourquoi depuis 21h30 sur le plateau, 3 femmes plus un avocat présentent l'homme, le méchant de l'histoire, en piétinant la douleur de plusieurs hommes qui se battent pour les enfants? Bon, c'est votre point de vue. Nous, on a essayé d'équilibrer le débat, mais vous êtes les bienvenus hein, pour la deuxième partie de cette émission, pour pouvoir apporter votre voilà témoignage, intervention. On sent que voilà, ça vous embête un peu que les hommes soient mis comme ça en avant. Il y aura aussi la contrepartie sur la parentalité de quelles sont les conséquences de l'absence de la mère dans la vie des enfants, parce qu'il y a aussi des mères démissionnaires, il faut se le dire, il y a des mères qui abandonnent les enfants. On va essayer de faire intervenir aussi encore Maître Bakama s'il est disponible, Coach Aurélie aussi si son agenda le permet, et Amina de nous dire aussi les réalités, parce qu'il y a des mamans solo qui comme toi, se battent pour intervenir, pour garder, pour être présentes dans l'éducation de leurs enfants, mais il y a des mères aussi démissionnaires, je pense que tu es d'accord, et on va en discuter, puis on essaiera d'en avoir une que je connais sur le plateau, qui avait fait le choix à un moment de laisser son enfant, et nous dire les raisons pour lesquelles elle l'a laissé au père, et elle est partie, voilà. Coach Aurélie Pouloulou, alors je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, eh bien, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une page Instagram Aurélie autour de l'enfant sur Instagram. Sur Facebook, eh bien, c'est mon nom et c'est mon prénom. Et alors, en général, les gens me contactent plutôt sur Instagram. Mais Très bien. voilà. Est-ce qu'il y a une actualité à venir? Alors, j'ai aussi un site internet, achild.fr. Si tu pourras l'écrire en commentaire de façon à ce que tout le monde puisse se connecter. Une actualité à venir? Oui, alors je serai à Lyon pour l'événement Beauty Sista qui sera le 26 et le 27. Alors moi, je ferai une intervention conférence avec un atelier le 27, le dimanche 27 dans la ville de Lyon. Donc ça sera de 14h à 16h. Donc c'est un événement qui sera sur 2 jours. Et donc voilà, bah écoutez, s'il y a des personnes qui se trouvent dans la ville de Lyon et aussi vous avez de la famille, bien ça sera avec grand plaisir qu'on vous acceptera. Seulement, il faut passer par Instagram. On a mis une publication. J'avais demandé à la personne de mettre l'adresse sur le flyer, mais elle a préféré le faire autrement parce qu'en fait, à cause de la crise sanitaire, on a des restrictions au niveau du nombre de personnes qui peuvent assister. Donc, il n'y a que 20 places de disponibles. Là, je ne sais pas combien est-ce qu'il en reste, mais je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup. Donc, pour les personnes qui sont éventuellement intéressées, contactez-moi sur ma page Instagram Aurélie autour de l'enfant. Comme ça, je pourrais voir s'il reste encore des places. La place est à 15 €. Voilà, c'est un événement qui est, je ne sais pas si je peux dire unique, mais en tout cas, on ne sait pas quand est-ce qu'on le refera. C'est la deuxième fois que je pars à Lyon. La première fois, on avait fait un événement qui s'intitulait l'identité de l'enfant noir, dans laquelle, en fait, on expliquait comment accompagner son enfant pour qu'il puisse prendre conscience de sa personne. Cette année, on a un autre thème. Voilà, et donc du coup, j'en dis pas plus. Si vous êtes intéressé, allez sur ma page Instagram et prenez contact avec moi pour que je puisse du coup vous donner beaucoup plus d'informations sur l'événement. Ça sera le 27 et le 26 et le 27. Mais l'événement avec moi en conférence et atelier, parce qu'il y aura un atelier qui sera fait, ça sera le 27 à Lyon. Le message est passé. Sinon, comment tu as trouvé l'émission? C'est la première fois pour chacun d'entre vous de passer dans cette émission. Nous sommes sur cette nouvelle saison. Est-ce que tu as aimé? Alors, j'apprécie énormément l'émission. Je constate qu'il y a pas mal de sujets. Alors, moi, j'étais passée sur Kaina Radio avec d'autres personnes. Et là, non, c'est la première fois. Alors, je trouve que c'est très instructif. Tout le monde a quelque chose à apporter. Et c'est super de pouvoir entendre les retours de chacun. Après, il y a des réactions. Je pense que les gens les ont parce qu'ils arrivent en cours de route. Donc, j'espère qu'ils prendront le temps de réécouter l'émission depuis le début pour pouvoir avoir un avis qui est correct et juste. Mais en tout cas, c'était... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la thématique de ce soir? Oui, alors la seule chose que je rajouterais, c'est que effectivement, une séparation reste quelque chose de difficile, mais un enfant préfère que des parents soient séparés plutôt que de les entendre ou de les voir en fait se faire du mal. Il faut savoir qu'à partir du moment où cet enfant voit ça, en fait, il a mal aussi automatiquement. Les séparations sont de plus en plus acceptées parce que c'est devenu courant dans l'air du temps, en fait. Un enfant qui va à l'école, il sait qu'il peut avoir 5-6 copains qui ont des parents divorcés. Donc, à une époque, c'était difficile, mais de nos jours, c'est mieux accepté par les enfants. Et il y a énormément d'accompagnements autour qui sont mis en place. Et effectivement, les hommes, il y a quelques associations d'hommes qui se sont mis aussi en place parce que beaucoup d'hommes, en fait, le vivaient très mal. Des hommes qui sont impliqués ou des hommes qui veulent s'impliquer, peut-être d'autres qui se réveillent peut-être tard, etc. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se font. Et en fait, voilà, essayons de ne pas incriminer ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que ici, les questions de parents et de se rendre compte que chacun a sa part des choses, mais que chacun est là aussi pour son enfant, en fait. Mais en tout cas, une chose, c'est que pour un enfant, c'est limite mieux de vous voir séparés que de vous voir ensemble. Mais du coup, une séparation n'est pas forcément se faire une guerre, en fait. Après, je pense que, comme le maître l'a dit, dans l'idéal, ce serait de se séparer en bons termes, tant que c'est possible. Merci voilà. Pour ton mot de la fin. Amina, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui. J'avais toujours un temps pour se défaire ce micro. Où on peut me trouver sur ma page Amina Nsenga ou sur mon profil qui est public étant donné qu'il est associatif. On peut me retrouver sur Instagram, Femme Noire, Femme Africaine, ou tout simplement sur le forum Empowering Women International,
ou sur la chaîne YouTube Empowering Women International. Alors, je voudrais répondre à Monsieur Ed quelque chose. Je m'excuse, je retiens, voilà, Ed. Alors, juste pour nuancer, quand on dit mon enfant, ça ne veut pas dire que la maman s'accapare forcément son enfant. On ne parle plus de nous quand on est séparés. Donc, je ne vais pas dire à quelqu'un que je rencontre, notre enfant, à Pierre avec qui j'étais il y a 2 ans. Je parle de mon enfant. Donc, il faut pas tout prendre. Il y a des femmes qui diront, oui, mon enfant dans la colère, on peut le dire, j'ai déjà eu à le dire. À partir du moment où une personne s'occupe seule de son enfant et seule face aux responsabilités de ses enfants, elle peut se permettre de parler de son enfant. On va pas parler au pluriel, on va pas dire nous, on dit mon. Donc, quand vous êtes devant... Tu dis les réalités à tes enfants, tu leur dis les réalités que le papa n'est pas présent, de toute façon, il le constate. Ils constatent, moi, j'ai pris parti, même par rapport aux relations diverses que j'ai pu avoir, j'ai pris le parti de ne pas parler en mal des papas à mes enfants et de les laisser découvrir ce qui se passe parce que ça se retourne toujours contre soi. On a toujours une image erronée de l'autre à partir du moment où les sentiments sont cassés. Donc, un enfant a sa relation avec son père, j'ai une relation avec l'adulte, l'enfant a sa relation avec son géniteur. D'accord. Amina, est-ce que tu as une actualité à venir à nous partager avant qu'on puisse se séparer? Une actualité, une conférence jeudi, cette clé pour se réinventer après une tragédie. Donc voilà, moi je reste toujours dans la motivation de la femme. Voilà. Empowering Women International va reprendre aussi ses conférences avec ses parrains à l'international, toujours pour le développement de la femme en Europe et en Afrique. Pas que de la mère. Et puis, on va continuer aussi sur les thématiques sur la tribune des femmes leaders avec des profils atypiques, des femmes incroyables qui font des choses et qui ont des choses à dire. Donc, voilà. De toute façon, Amina, c'est ça. C'est la femme, toujours la femme. Et la femme accompagnée par les hommes. Parce que sans les hommes, on ne fait pas non plus tout ce qu'on aurait envie de faire. Donc, voilà. Je ne suis pas féministe. Je sais qu'il faut aussi des hommes pour pouvoir avancer. Tous les papas ne sont pas mauvais, mais beaucoup de papas sont des missionnaires, peu importe les raisons qui les amènent à quitter le navire. Voilà. Merci beaucoup pour ta conclusion. Amina, tu es passée sur mes autres émissions, mais là, c'est la première fois sur Instant H. Est-ce que le format t'a plu? Est-ce que la thématique et l'émission t'a plu? La thématique, c'est mon cheval de bataille. Donc, voilà. C'est vrai que par moments, je regardais les commentaires et je dois me taire parce que oui. Voilà, je prends du regard. Comme l'a dit Aurélie, voilà, chacun a son avis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai certes pas eu les cartes gagnantes, voilà, mais bon, je pense qu'on doit savoir accepter ce que les autres ont à dire, on doit savoir entendre ce que les autres ont à dire et on doit en aucun cas négliger la souffrance de tout à chacun parce que de toute façon dans une séparation, à partir du moment où il y a une guerre, c'est qu'il y a toujours de la souffrance. Quand les parents s'entendent, ils se séparent dans le calme et les choses se passent bien. Donc voilà, il faut apprendre à écouter, prendre de la hauteur, ne pas réagir à chaud même si quelque chose vous paraît incompréhensible. Après, il faut toujours savoir regarder de quel angle parle la personne pour pouvoir parler comme elle parle. À un moment donné, Aurélie a aussi eu ce petit... quand elle a parlé où en fait finalement la compréhension a été que elle était contre les femmes quand elle disait que les femmes s'accaparaient les enfants et que à partir de la femme finalement les hommes ne trouvaient plus leur place. J'ai dû écouter jusqu'au bout pour essayer de comprendre ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec elle ou je ne pense pas la même chose qu'elle que ce qu'elle dit n'est pas correct. Après, voilà, tout à chacun trouve la vérité de l'autre dans son parcours personnel. Merci. Donc, merci. Voilà. Je vais clôturer avec le seul homme présent sur le plateau,
Maître Claude Bakama. Maître Claude, est-ce que cette émission vous a plu? On voudrait avoir vos impressions. Très intéressante, Huguette, l'émission, au format très bon. La thématique passionnante, hein, passionné même sur certains points. Puis moi, en tant que seul homme du plateau, il y a des gens qui s'attendaient peut-être à ce que je vienne défendre le point de vue des hommes, mais ce n'est ni l'un ni l'autre en réalité. On est là pour donner des orientations parce que un père a des droits, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelles que soient les positions qu'on peut prendre sur cette thématique, même si le choix qui est fait aujourd'hui, c'est les pères démissionnaires, moi, je nuance justement, c'est mon point de désaccord, s'il faut parler de désaccord, mais tout léger avec Amina, il existe des raisons pour certains pères. C'est pour ça que je distinguais dans mon propos liminaire ceux qui n'ont aucune explication à fournir. Ils existent, c'est ceux-là que moi j'appelle pères démissionnaires. Mais d'autres sont regardés comme démissionnaires sans qu'on sache ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont réellement les moyens ni accès aux enfants? Voilà, il y a aussi cette catégorie. Mais sinon, ce qu'il y a, c'est rentrer dans les droits, faire rentrer les enfants dans leurs droits. Si une mère se bat, c'est pour ses enfants. D'ailleurs, il arrive qu'une mère contribue d'ailleurs elle-même, celle dont je parlais qui refuse la pension alimentaire en disant « j'ai pas besoin de son argent ». Elle ne le sait pas, mais elle contribue justement à ce que les enfants souffrent de l'apport que le père aurait pu. C'est parce que l'orgueil fait que elle pense que l'argent lui est destiné. Non, c'est l'argent des enfants. Effectivement, voilà. Nous, on est un peu équilibristes parce que dans le travail que je fais, je ne suis pas spécialisé ni pour les femmes ni pour les hommes uniquement. C'est en fonction de ce qui se présente, les problèmes qu'ils proposent, on essaye d'orienter, de trouver des solutions parce que les solutions toujours dans l'intérêt de l'enfant. Merci. Voilà, le format m'a plu. Moi, puisque vous avez posé la question aux deux autres intervenantes. Où vous retrouvez, si on veut, parce que là, vous n'avez pas pu faire de consultation personnalisée, on l'a dit, hein, c'est noté, vous êtes un avocat, voilà. Est-ce qu'il faut qu'on arrive devant le tribunal de Paris devant la cour d'appel de Paris pour pouvoir vous consulter, ou vous avez un cabinet où on peut faire appel à vous? Effectivement, un cabinet. Les rendez-vous ont lieu au cabinet. Mon cabinet se trouve à Saint-Ouen, près de la mairie de Saint-Ouen. Non, le cabinet étant individuel, donc c'est mon nom, c'est Cabinet Bakama. Super, c'est pour ceux qui souhaiteraient... 63 rue Albert Dallène à Saint-Ouen, mairie de Saint-Ouen, c'est le métro. Et puis sur les réseaux sociaux. Il y a un téléphone qui pourront contacter ou un mail, il y a une assistante. Effectivement, il y a un numéro de téléphone, le 09, le 09 82 24 35 65 pour ce qui est du fixe. Vous aurez donc un accueil. Et puis sinon, sûrement, 06 25 51 70 43, qui est également le numéro accessible à WhatsApp. Pour quel cas ils peuvent venir vous... Oui, allez-y pour le site. Voilà, le site est en chantier parce qu'il y a une refonte. C'est bakama-avocat.com. Je suis sur Facebook. J'ai essayé de ne pas multiplier les réseaux parce qu'après, il faut les suivre. Facebook, c'est mon nom, Claude Bakama. Voilà, je suis donc joignable sans difficulté. Merci pour toutes ces informations. Et sinon, dans quel domaine vraiment on peut vous consulter en tant qu'avocat? Alors, aujourd'hui, la thématique était sur ce qui touche le droit de la famille. C'est une partie du travail que je fais, mais ce n'est pas une exclusivité, ce n'est pas une spécialité du cabinet. C'est à peu près 30% de ce que je fais, tout ce qui touche à la famille. Mais le noyau dur de mon cabinet, c'est du contentieux administratif. Donc, pour simplifier, ceux qui ont des problèmes avec l'État, avec les communes, avec des ministères, l'administration de manière générale, ou des problèmes entre administrations, ben, je suis, voilà, c'est ma formation de base, ma formation universitaire. Comme je disais, l'école des avocats ouvre une possibilité d'être généraliste. Hein, la formation suivie, elle est généraliste, mais formation universitaire publiciste, contentieux administratif. En tout cas, un grand merci. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir
plateau. J'espère que c'était la première, mais pas la dernière fois, parce que voilà, j'aurais besoin encore d'avoir de vos connaissances à tous. Je tiens à remercier aussi tout le public parce que vous avez fait l'émission. Je vois Carole qui te coacherait, qui a beaucoup répondu, qui a été très active. Je vois Myriam Camille, Marie Richard, Lawala, Zokwezo, Triface Protection, Suzanne, vous êtes si nombreux. Vous avez été vraiment très nombreux. J'espère vraiment que vous avez pris le temps de partager, ne serait-ce qu'une fois sur votre mur, sur Facebook, sur un groupe. Dès que l'émission se termine, je le bascule sur YouTube. Il y a eu un petit souci, voilà, pour les mettre en même temps. Donc, vous l'aurez aussi sur YouTube. Donc, pas de raison pour les personnes qui n'ont pas Facebook. Vous pouvez leur partager le lien sur WhatsApp. Vous pouvez leur donner le nom de YouTube Miss Huguette. Je vous invite vraiment à tous à liker la page Facebook Miss Huguette de façon à recevoir les notifications dès le démarrage des lives. D'autres thématiques vont arriver encore et encore parce que on a beaucoup de choses à se dire. Moi, je tiens à vous remercier vraiment d'avoir été si nombreux et nombreuses, d'avoir réagi, vos messages de soutien. Ça fait vraiment plaisir. Si vous souhaitez intervenir pour les prochaines émissions, n'hésitez pas. Si vous avez des thématiques à proposer, n'hésitez surtout pas à m'écrire en privé. Donc, je rappelle la chaîne YouTube Miss Huguette TV. Il y aura aussi beaucoup de conseils qui vont arriver pour cette nouvelle saison. Des ateliers, peut-être que je prendrai aussi des invités au cas par cas pour leur donner plus de temps de parole. Ça sera uniquement sur YouTube, donc je vous invite à aller vous abonner en cliquant sur la cloche. Merci beaucoup. Et puis, la page Facebook où vous aurez tous nos lives sur Insta. Voilà, je vais libérer mon panel qui doit aussi se reposer, aller grignoter quelque chose, aller rejoindre leur famille. Merci beaucoup. Merci. Oui, Amina. On m'entend? Dis-moi. Oui. On m'entend? Oui. D'accord. Oui, ce que j'ai oublié de préciser parce que j'étais tellement concentrée sur ce que Maître Bakama est en train de dire, c'est que, comme on dit toujours, il faut avoir les bonnes informations. Les parents soulagés, en tout cas pour le moment, parents soulagés Belgique, puisqu'on est dans 6 pays d'Afrique et à Paris également, en France, on va dire. La permanence juridique va commencer la 3e semaine du mois de septembre pour que les mamans puissent avoir les bonnes informations et puissent trouver des solutions, en tout cas avec un conseil juridique. Donc voilà, ça c'était assez important de leur apporter aussi ce soutien parce que voilà, on reste des humains, mais la loi reste la loi et dans ces cas-là, voilà, je n'entre pas. Un grand merci vraiment à toutes et à tous. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, moi je vous donne rendez-vous mardi prochain, 21h30 sur la page Miss Huguette avec une nouvelle thématique et des nouveaux intervenants. Voilà, je vous invite vraiment à partager, continuer à réagir. L'émission s'arrête en live, mais continue en replay. N'hésitez pas à discuter. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.